Bonjour à toutes et tous, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On est content de vous retrouver. Salut Jules, salut Caradoc, salut Leroy Merlin, salut Siming, salut à tous les autres. Posez vos questions, vos coups de gueule, interpellez-nous. On est ensemble jusque 14h et je relais tous vos charmants messages à nos invités. Au programme de ce mercredi midi, un programme chargé puisque nous allons parler de terrorisme, de Caucase, de ring et de boxe. C'est parti, de midi à 13h. Je vous propose un aller-retour en Russie, à Moscou, avec cet attentat qui a fait au moins 139 morts vendredi dans un théâtre de la banlieue est de la capitale russe. Un attentat revendiqué par la branche afghane du groupe État islamique, l'État islamique du Khorasan. On fera un zoom sur cette branche de l'État islamique, pourquoi ils ont frappé la Russie, le profil des suspects qui ont été arrêtés et la réaction du Kremlin, avec en toile de fond le spectre de la menace du terrorisme qui ressurgit en Europe. Nous quitterons ensuite Moscou pour aller faire un petit tour à l'Élysée, où l'on a vu Emmanuel Macron en boxeur, taper sur un sac de sable. Une photo de la photographe officielle du président de la République, Soisic de la Moissonnière. Une photo qui a fait réagir notamment les boxeurs, qui ont poussé un gros soupir en disant grosso modo qu'ils n'avaient rien demandé et que la boxe, elle, n'en demandait pas tant. On va parler donc de boxe, de périphérie, de lutte des classes, d'appropriation culturelle et de sac de sable. Et on en parlera avec des boxeurs, bien sûr. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 20h à Brisbane, à peu près 13h à Moscou, à peu près 7h à Rio, à peu près 10h en temps universel. Il est exactement 12h03, passé de 24 secondes à Paris. Il est l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut Volka, salut Sergio, salut Macarwan, salut la vie secrète d'un phénix. Nous prenons l'avion et nos neurones et nous atterrissons à Moscou, la capitale endeuillée après l'attentat de vendredi dernier, qui a fait au moins 139 morts et qui a remis l'État islamique, qui a revendiqué l'attentat sur le devant de la scène, avec Vladimir Poutine qui accuse l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat, alors qu'en France, le plan Vigipirate a été relevé à son niveau d'alerte maximum. Bonjour Driss Aït Youssef. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Bienvenue. Merci. À vos côtés, Azim El Difraoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et du djihadisme depuis 30 ans. Vous avez commis le djihadisme aux éditions Que sais-je. Bienvenue à vous aussi. Et à mes côtés, Nicolas Tenzer. Salut Nicolas. Bonjour. Nicolas qui revient, un habitué du talk de France Info. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions géostratégiques. Vous êtes aussi l'auteur de Notre guerre que nous avons conservé, Le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à tous les trois. Et bienvenue. Un attentat avec un bilan comme ça, les Russes n'en avaient pas connu, je pense, depuis 20 ans. Comment le pays vit ça ? Vous avez eu des nouvelles, peut-être vous, Nicolas ? Écoutez, Alors mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Oui, hein. Nicolas, je sais que vous avez... Le pays vit ça, je dirais, à la fois dans la consternation et une forme d'habituelle apathie, parce que la Russie finalement ne réagit pas, ou plutôt les Russes ne réagissent pas comme nous pouvons réagir en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis par rapport à ce genre d'attentat, qui n'est malheureusement pas nouveau, puisqu'on sait que déjà en 2002 vous avez eu un attentat terrible au théâtre de Moscou, vous avez eu également l'attentat monstrueux à l'école de Beslan, avec toujours les mêmes questions. Pourquoi cette inefficacité profonde, évidemment, des services russes ? Pourquoi également, de ce côté, une indifférence totale à la vie humaine qui distingue, évidemment, la Russie des autres pays ? Et puis, cette fois-ci, évidemment, un discours totalement attendu. Il se trouve que j'étais en Ukraine la semaine dernière, justement, quand l'attentat a eu lieu, un discours totalement attendu de désignation des Ukrainiens, évidemment, ce qui ne tient absolument pas la route, comme étant les fomenteurs de l'attentat, de l'Occident qui serait lui-même coupable, alors même que, évidemment, même l'arrestation des suspects, les tortures dont qu'ils ont subies, ce qui est évidemment totalement inacceptable et indigne, ne montrent pas nécessairement d'ailleurs que ce soit eux qui soient les principaux commanditaires. Donc du côté effectivement des Russes, finalement, une crédulité très grande devant le discours officiel du Kremlin. Mais vous n'avez pas de récit de remplacement, parce que les Russes, ça a été effectivement le travail de lavage de cerveau que Poutine a opéré, ne croient plus en rien. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas nécessairement le discours officiel, ils ne croient pas non plus un discours opposé, et ils finissent par vivre dans cette espèce de cauchemar des mots dans lequel il n'y a plus aucune réalité. Et derrière, ils voient effectivement les victimes, évidemment, de cet attentat absolument innommable, avec le sentiment peut-être, mais ça ils ne le savent pas, en tout cas c'est quand même une hypothèse sérieuse qu'il faut caresser,
que tout ceci aurait pu être évité, non seulement si le gouvernement russe avait tenu compte des alertes quand même données par les États-Unis notamment, les services de renseignement américains, par les autres pays, mais aussi toujours des théories du complot qui malheureusement en Russie ressurgissent parfois avec une certaine véracité sur le fait que peut-être certains ont pu laisser faire. On n'en sait pas, on n'en sait pas plus aujourd'hui, mais malheureusement quand on voit ce qui s'est passé avec les précédents attentats, il y a toujours effectivement cette hypothèse. Azim ? Moi, je trouve ça un peu problématique de parler de l'âme russe ou de l'état d'âme russe aujourd'hui à une distance de milliers de kilomètres. Le fait qu'il y a très peu de journalistes occidentaux qui sont encore sur place. Mais ce qui transpire quand même, c'est-à-dire les Russes qui souhaitent une normalité. Donc, c'est la seule chose que Poutine leur a promis, donc une vie normale à Moscou. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dizaines de milliers, des millions de jeunes Russes qui finalement ne sont pas complètement pro-Poutine, mais qui espèrent juste une vie normale. Donc un attentat comme ça peut déstabiliser un peu l'idée qu'il peut encore exister une vraie normalité en Russie. Donc je ne sais pas, donc on va peut-être un peu loin dans les analyses à distance, mais il me semble évident, et c'est que mes amis russes disent, voilà, elles n'ont pas besoin en plus de ça. Driss ? On a en Elle a réalité... une belle remarque peut-être qui est très importante, c'est que m'inquiète personnellement. Il y a quand même plus qu'1 million de Tadjiks. Le Tadjikistan, c'est la république, ex-république de l'Union soviétique la plus pauvre. Il y a plus qu'1 million de Tadjiks qui travaillent dans la Fédération russe. Et là, on peut s'attendre peut-être à une discrimination accrue. On va peut-être parler des Tadjiks après. Effectivement, c'était l'objet de ma seconde question. Driss, pardon. En fait, on a affaire, en tout cas quand vous évoquez les attentats dans les années 2002-2004, donc 2002 pour Beslan, 2004 pour Beslan et 2002 au théâtre de Moscou, de deux menaces différentes. En 2002-2004, c'était attribué à des Tchétchènes. C'était pas une guerre de religion, mais territoriale, même si la majorité des Tchétchènes sont des musulmans, la revendication essentielle, c'était l'indépendance de la Tchétchénie, qui a été matée dans le sang avec Ahmed Kadyrov, qui a été lui-même assassiné par des rebelles tchétchènes, et aujourd'hui Ramzan Kadyrov, qui est le fils, qui évidemment aujourd'hui sert les intérêts de Vladimir Poutine en Ukraine en y envoyant pas des soldats, mais des espèces de pseudo-militaires. Ce qui se passe aujourd'hui, on est plutôt dans une menace terroriste islamiste, a priori, puisque aujourd'hui, on voit bien que quand on parle de l'État islamique, c'est en réalité bien plus que l'Afghanistan. Ça englobe aussi une partie de l'Asie et aussi tout l'Iran. Pour ça qu'il y a aussi des attentats de l'État islamique en Iran. Et là, cette organisation terroriste fondée fin 2014, début 2015, au nord de l'Afghanistan, on la retrouve aussi au nord de la Syrie, aujourd'hui, évidemment, a des raisons de s'en prendre au régime de Vladimir Poutine, parce que précisément Vladimir Poutine a soutenu le régime de Bachar el-Assad militairement contre l'État islamique. Donc il y a aussi d'autres motivations, mais on parle évidemment de deux, on n'est pas sur les mêmes motivations dans les années 2000-2005 à là encore tout récemment. Je suis pas complètement d'accord, disons que ça comme ça. Donc, mais vous êtes un peu d'accord quand même. Non, j'ai essayé d'être vraiment très diplomate, contrairement à ma nature allemande et autres, qui est un peu plus directe. Donc la Tchétchénie, qui était d'abord vraiment une lutte très laïque, très séculaire, a très vite tourné vers des différentes formes d'islamisme, voire de djihadisme. Et donc, même dans le développement de l'État islamique et de tous ces mouvements durs, il y a des Tchétchènes qui ont joué un énorme rôle ensemble avec des Tadjiks, des membres d'autres pays de l'ex-Union soviétique qui se connaissent. Donc aujourd'hui, on a vraiment un international djihadiste qui
Donc un de ces berceaux était la Tchétchénie depuis toujours, donc on ne peut pas faire la distinction complètement. Donc déjà les attentats des années 2000 mais les motivations ne sont pas les mêmes. Une forte connotation islamique. Après, c'est pas les mêmes motivations. Quand vous preniez à l'époque Shamil Basayev, le projet de la rébellion emmenée par Shamil Basayev, c'était l'indépendance de la Tchétchénie. C'était pas s'en prendre aux Russes parce que les Russes méprisaient les musulmans en Afrique ou ailleurs. Oui, mais je disais après, donc il y a ce mélange entre des motivations nationalistes qu'on trouve dans certains groupuscules djihadistes avec un universalisme. Donc l'IS est clairement aussi un produit de Tchétchènes, de Syriens et tout ça, mais avec un projet universaliste. Donc le Tadjik là-dedans, ils ont des motivations diverses et variées, déjà au niveau du Tadjikistan, mais aussi avec cette notion de djihad global. Donc les Russes sont clairement une cible désignée suite à la Syrie et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que le groupe État islamique se renforce en Asie centrale ? Ou c'est excessif ? C'est très compliqué à dire. Donc, leur base, c'est quand même l'Afghanistan, là, où les services de renseignement américains ont notamment dit qu'il y a zéro contrôle territorial en Afghanistan, que l'État islamique est rival des talibans, est en train de s'affaiblir un peu, mais en même temps, ils ont une capacité de projection qui a augmenté considérablement. Un de vos collègues, l'autre jour, quand j'ai mentionné le grand attentat en Iran, il y avait plus de 220 morts, disait, oui, c'est loin de la France, est-ce qu'on peut réchanger le sujet, qu'est-ce que c'est passé en Europe ? Mais être capable de tuer 250 personnes en Iran devrait nous inquiéter parce que ça veut dire qu'ils sont capables d'agir dans un pays qui a déjà des services de renseignement qui sont relativement forts, qui est autoritaire. Donc, ils ont redéveloppé des capacités à l'international, notamment à travers des réseaux tadjiks, apparemment. Qui aurait peut-être alors, le mot est vraiment terrible, mais peut-être davantage d'expertise que d'autres militants djihadistes, une technicité que d'autres n'ont pas. En quoi ils sont particuliers ? Là, on sait très peu. Là, c'est uniquement récemment que les Allemands et les Français sont intéressés à ça. Mais une des choses qui m'a le plus marqué, que par exemple, parmi un des combattants tadjiks qui s'est joint à Daesh en Syrie, il y avait un lieutenant-colonel de forces spéciales tadjiques du gouvernement. Donc, ils doivent avoir une certaine capacité, oui. Alors oui, c'est plus la même capacité du temps du califat sur plus les une mêmes partie. Choses, plus tout à fait les mêmes modes opératoires. On était effectivement à l'époque sur la mise en place ou la constitution d'un califat en Syrie. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une logique d'internationalisation de l'État islamique. Donc au fait, on est peut-être dans un changement de paradigme de cette organisation terroriste. Et d'ailleurs en Afghanistan, il y a pourquoi aujourd'hui les talibans chassent l'État islamique et pourquoi l'État islamique aussi combat les talibans, parce qu'ils considèrent qu'effectivement ce sont des traîtres à la cause djihadiste. Donc aujourd'hui, très certainement, peut-être demain la Syrie, on verra quelle sera la position des Occidentaux vis-à-vis de l'État islamique en Afghanistan, parce qu'ils se reconstituent en Afghanistan. Est-ce que ça va être de soutenir les talibans contre l'État islamique ? On verra ce qui se passera demain. Mais je pense qu'il y a effectivement, ça a été observé depuis déjà un certain nombre d'années, une reconstitution effectivement des cellules de l'État islamique un peu partout, à la fois effectivement en Afghanistan, en Asie centrale, dans le Caucase, voire toujours évidemment en Syrie en particulier et en Irak. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez évident, même si évidemment il y a peu encore de lumière parfaite évidemment sur ce qui est en train de se passer. Ce qui est aussi assez, à mon avis, intéressant, c'est de vous faire attention de ne pas aussi imaginer de jouer les uns contre les autres. C'est-à-dire, par exemple, c'est aussi d'ailleurs ce qui a été reproché, à Moscou par, l'État islamique, c'est d'avoir pris fait et cause. Alors, peut-être que c'est excessif, mais en tout cas d'avoir maintenu des relations qui ne sont pas complètement mauvaises avec aussi les talibans. De même que Moscou entretient des relations, on le sait, assez fortes avec le Hamas, aussi, qui est aussi tout à fait différent. Et faisons aussi attention de ne pas non plus simplifier le paysage, parce que quand on dit que Moscou, et c'est parfois eu la tentation d'un certain nombre de personnes politiques, situées d'ailleurs dans certains camps politiques en France ou ailleurs, qui disent par exemple que Assad avait été en point
joindre dans la lutte contre le djihadisme de l'État islamique, c'est tout simplement faux. On sait parfaitement que Assad a libéré de ses prisons au début, effectivement, du soulèvement pour la révolution syrienne en 2011, un certain nombre de terroristes djihadistes de l'EI, que la Russie elle-même, lorsqu'elle est intervenue directement à partir de octobre-novembre 2015, a ciblé, c'était d'ailleurs les propos du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, seulement à 10%, voire moins de 10%, les forces de Daesh en Syrie vont se concentrer sur les opposants d'une autre nature à Bachar el-Assad. Donc, faisons attention de ne pas jouer tout cela et de penser que tout à coup, par une sorte de miracle, nous aurions un nouveau lien, je dirais, d'entente, de coopération possible avec la Russie en matière de lutte antiterroriste. Faisons très attention à cela. Ne géopolitisons pas le terrorisme. C'est une lutte, évidemment, qu'il faut mener, qu'il faut conduire. Personne, évidemment, ne peut refuser cette lutte. Mais penser qu'on puisse allier avec Moscou dans cette lutte est totalement faux. Et tout le monde, depuis 2024, depuis 24 ans, pardon, depuis 2000 déjà, Moscou a instrumentalisé la lutte contre le terrorisme pour essayer de se rapprocher de l'Occident. Ça a été le cas après, évidemment, les attentats du 11 septembre, qui ont fait très largement oublier les crimes contre l'humanité massifs commis par la Russie lors de la seconde guerre de Tchétchénie, qui elle-même avait débuté d'ailleurs par des attentats, on s'en souvient, dans 3 villes russes en 1999, attentats très vraisemblablement fomentés par le FSB, mais évidemment qui ont été à ce moment-là imputés par Poutine aux Tchétchènes, jouant d'ailleurs sur l'imaginaire de la Tchétchénie dans l'esprit d'une partie des Russes. Après, donc, il n'y a pas eu véritablement de lutte du côté des Russes en Syrie contre l'État islamiste. Quand on voit par exemple que les Russes en Afrique disent effectivement par exemple au Mali qu'ils font la chasse aux djihadistes, en fait non, c'est pas du tout ce qu'ils font. La réalité c'est qu'ils veulent mettre la main sur un certain nombre de pays africains, mais c'est pas du tout. La lutte contre le djihadisme était vraiment un prétexte. Donc faisons très attention à ce type de récit qui est très dangereux parce que ça nous fait oublier le fait que la Russie aujourd'hui agit comme un État terroristes, on le voit en Ukraine, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Tchétchénie, un peu partout dans le monde, et que les victimes civiles, faut jamais l'oublier, de la Russie de Poutine, sont beaucoup plus nombreuses que les victimes de l'ensemble des mouvements terroristes, que ce soit Al-Qaïda, l'État islamique et le Hamas combiné. C'est pas tout à fait comparable, tout de même. C'est pas comparable? Non, mais attendez, ce sont des victimes civiles. Ce sont des victimes civiles. Et quand vous avez effectivement des Russes qui bombardent de manière totalement indiscriminée en Ukraine, comme avant en Syrie, comme avant en Tchétchénie, des habitations civiles, des marchés, des écoles, des hôpitaux, est-ce que ce ne sont pas des actes terroristes? Si, ce sont des actes terroristes, même s'ils sont commis par un État et pas par un groupe. Azim Mehdi Fraoui. Oui, je voudrais bien. Donc là, j'ai très envie de vous contredire. Donc la Russie, mais après, je voudrais bien revenir sur certains points de base. La Russie a un vrai problème de djihadisme. Donc les Russes combattent réellement le djihadisme parce que le djihadisme peut mettre la Russie en grave danger, spécialement dans la présence dans ces républiques de la Fédération de Russie qui sont à majorité musulmane, et surtout à travers les États de l'ex-Union soviétique, où il y a de fortes tendances, forts mouvements djihadistes, qui peuvent aussi mettre à la périphérie de la Russie, et mettre ce système de la Russie actuelle en grave danger. Donc, il combat réellement le djihadisme, avec d'autres motivations et tout ça, comme au Mali ou tout ça. C'est juste au Mali et c'est juste au Niger, peut-être bientôt. C'est juste un service payant. Donc, le combat le djihadiste au nom de ce gouvernement là-bas. Mais le combat. Donc, ça, c'est. Avec plein de dommages collatéraux, ça, je veux bien admettre. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais bien. Driss, je vous passe la parole après. Donc, le deuxième point, on voudrait bien. Il me semble important de revenir sur ce que c'est le djihadisme. Donc, c'est quoi le djihadisme en fait? On reparle tous les 2 ans, tous les 5 ans de ça. Donc, c'est une mouvance. Je vais juste poser la définition très vite. Donc, c'est une mouvance qui a son origine dans la guerre de l'Afghan contre l'occupation soviétique à l'époque. Et c'est une mouvance islamiste qui utilise la violence ensemble avec un culte martyr qui, dans ces différents courants, donc pense que les attaques suicides et tout ça sont un moyen très légitime et qui veut vraiment établir un califat mondial avec de différentes stratégies entre Al-Qaïda, l'État islamique et tout ça. Donc, tous les 5 ans, on dit « oui, le djihadisme, il est mort ».
mais il revient plus fort que jamais. Donc aujourd'hui, ces différents mouvements djihadistes sont de vrais acteurs géopolitiques, très importants. Là, on regarde le Tadjikistan, mais qu'est-ce que se passe dans tout le Sahel? Donc, le Sahel, il n'y a plus aucun pays du Sahel où il n'y a pas de grands mouvements djihadistes, soit affiliés à Al-Qaïda, soit autonomes, soit l'État islamique. Et de là, il y a une expansion du djihadisme partout en Afrique, avec des dangers considérables. Et aujourd'hui, le djihadisme est plus répandu, malgré la mort de Ben Laden, malgré l'élimination de Daesh et son pseudo-califat. Le djihadisme est plus répandu que jamais autour du monde. Driss, vous vouliez intervenir, je crois. Juste... Excusez-moi. Non, mais je t'en prie. On a 1 heure ensemble. Oui, tout à fait. Non, juste, c'est sur la priorité de la Russie, en tout cas en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a un avant et il y a un après invasion russe en Ukraine. En 2021, c'était très vrai, Vladimir Poutine, lors d'un discours, s'inquiétait effectivement de cette menace djihadiste qui montait. Donc, et qui avait aussi un impact sur son territoire, notamment effectivement avec les Tadjiks, etc., etc. Ça l'est moins après l'intervention, puisque aujourd'hui, quand on regarde le Conseil de sécurité, les priorités, parce que le Conseil de sécurité en Russie donne des orientations en matière de sécurité. La lutte contre le terrorisme ne figure même pas dans les 5 premières priorités. Donc, il y a un avant et un après. On voit bien que Vladimir Poutine, et ce que vous disiez, a juste raison. On voit bien que la Russie a un jeu qui est très particulier. Aujourd'hui, ils sont plutôt focalisés sur l'Ukraine et essayant de prendre un témoin, sinon au moins accusé, à tout le moins accusé les Occidentaux d'être au moins, pourquoi pas, complices de ce qui se passe. Donc la perception, ou en tout cas la priorité en matière de lutte contre le terrorisme de la Russie, ou en tout cas de son gouvernement, a évolué ces dernières années. Il y a une question dans le chat alors qui nous ramène à un sujet qu'on a un peu déjà traité en début de séquence, mais je vous propose d'y revenir. C'est une question de Caradox. Salut Caradox, qui dit: question sur l'attentat. Le mode opératoire de Daesh semble différent cette fois. Les terroristes se sont enfuis, alors que dans les autres attentats, ils restaient pour mourir en martyrs ou tués par la police. Est-ce que le mode opératoire est différent? Est-ce que ça fait donc des terroristes qui sont très différents parce qu'ils s'enfuient, qui ne décident de ne pas mourir en martyr, Driss? Bien sûr. Alors pour moi, c'est vraiment, ça fait partie d'une énigme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur les services russes, en tout cas sur les Russes, pour essayer de faire la lumière sur ce point. C'est vrai qu'on a l'habitude, et à raison, faire qu'au fait, un vrai djihadiste qui a une idéologie va plutôt mourir les armes à la main plutôt que de s'enfuir avec un véhicule Renault du côté de la Biélorussie ou de l'Ukraine. De ce qu'on comprend, il faut aussi comprendre, est-ce que c'est un commando qui est projeté depuis le Tadjikistan, ou alors effectivement c'est une menace dont on dit qu'elle est endogène. On est au moins à peu près certain que parmi les 4 individus, on a un Tadjik qui vivait en Russie. Et apprendre avec beaucoup de précautions, interroger un certain nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils ont fait ça pour de l'argent. Donc ça, c'est vraiment à confirmer. Ce qui nous éloigne de l'individu qui est purement idéologisé, le djihadiste dans toute sa splendeur, et qui va plutôt attendre des services. Par exemple, vous regardez au théâtre de Moscou, ou alors encore à Beslan, même si les services spéciaux et les commandos russes ne leur ont pas donné forcément l'occasion de s'enfuir, on voit bien que leur objectif, c'est d'en découdre jusqu'au bout. Donc ça fait partie d'une des énigmes, en tout cas dans cet attentat. Oui, mais il y avait toujours plusieurs modes opératoires djihadistes, donc on a plein des attaques aussi, où les djihadistes de razzia, comme on appelle ça, où ils attaquent une cible plus souvent des civils, clairement, en plus, qui vont fuir pour commettre d'autres attaques. Donc c'est peut-être juste un... Ouais, mais là, ils ont abandonné les armes. Donc on les a pas pris les armes à la main. Donc ils ont abandonné les armes et ils se sont quasiment rendus. Donc il y a quand même des interrogations. C'est ce qu'on comprend. Mais il y a beaucoup d'inconnus quand même sur cette histoire. C'est ce que Freedom dans le chat demande. Est-ce que c'est vraiment eux? Est-ce qu'on peut croire les Russes sur cette question? Bon, en fait, on n'en sait rien. Nicolas, pardon, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Non, mais justement, je faisais état des mêmes doutes, effectivement,
effectivement sur le scénario et sur la mise en scène des 4 suspects qui me paraît extraordinairement bizarre, enfin pour l'instant. Et effectivement, il y a des vrais problèmes de vérification qu'il faudra faire. Il n'y a pas de transparence. De toute manière, en plus, nous avons, vous l'avez rappelé, on a cette accusation complètement, je dirais, obsessionnelle, fantasmée, je dirais, des Ukrainiens, évidemment, qui n'ont rien à voir dans cette affaire. On a un peu l'impression que dans les théories du complot de l'idéologie de Poutine, les Ukrainiens remplacent les Juifs, je dirais, dans l'idéologie criminelle d'Hitler. C'est vraiment la même chose. Tout est de leur faute. Tout est de leur faute de l'Occident. Donc il y a effectivement cette obsession-là qui effectivement conduit à se poser vraiment la question du sérieux, effectivement, d'aujourd'hui du régime de Poutine dans la traque au djihadisme. Je crois qu'il y a effectivement ce renversement que vous soulignez parfaitement justement, c'est-à-dire que quand tout obéit à une idéologie, que vous avez hier encore Patrouchev qui disait oui, les Ukrainiens, bien sûr, au détour d'une petite phrase. Bon, ça paraît complètement aberrant. Ça fait penser effectivement à un moment à ce qu'on racontait pendant la Seconde Guerre mondiale, où les trains de juifs qui étaient envoyés à la mort dans les camps de la mort à Auschwitz et ailleurs avaient priorité sur les convois militaires. C'est la même folie idéologique qu'on retrouve en quelque sorte aujourd'hui à l'œuvre. Maintenant, sur ce que vous dites effectivement sur la permanence, je dirais, et la reconstitution du djihadisme, ça c'est tout à fait vrai, que ce soit bien sûr un danger, je dirais, majeur, pas seulement pour la Russie de Poutine, dont on se moque, mais pour la Russie et au-delà pour le monde occidental. Mais c'est aussi quelque chose qui a été fabriqué, il faut bien le voir, par le système d'oppression de Poutine, c'est-à-dire que, prenons par exemple l'exemple de la Tchétchénie, on a Kadyrov qui aujourd'hui joue avec le feu, effectivement, du terrorisme. Il faut voir que quand même, c'est quand même le régime de Kadyrov qui a accueilli la dépouille mortelle de l'assassin de Samuel Paty. Alors, c'était pas complètement officiel, mais c'était quand même, quand on a ce genre de cérémonie mortuaire, c'est quand même avec l'aval du régime, c'est quand même très frappant. Et qu'aujourd'hui, que ce soit en Ingouchie, que ce soit en Tchétchénie ou dans d'autres républiques aujourd'hui de la Fédération de Russie, je ne parle pas effectivement des autres, vous avez effectivement, on est en train de créer toutes les conditions en termes de protestation, de colère, pour effectivement la résurgence du djihadisme de demain. Une chose donc, dans toute cette obscurité de l'attentat, qui semble vraiment important et vérifié, c'est la revendication de l'État islamique. Donc voilà, donc là, on a quelque chose qui semble net et clair, où tout le djihadiste s'accorde sur ça. Et deuxièmement, juste une petite ellipse sur la Tchétchénie. Kadyrov est un islamiste, d'une certaine façon. Bien sûr. Et là, j'ai lu des choses très intéressantes sur la confrontation des islamistes violentes en Ukraine, c'est-à-dire les Ukrainiens n'étaient pas très regardants sur les Tchétchènes qui combattent au sein des unités de leurs armées attachées. On peut se dire, voilà, il y a quelques mecs avec des origines très obscures qui font partie de la mouvance djihadiste au sens large. Et de l'autre côté, vous avez les autres Tchétchènes qui sont ultra violents, donc le genre de Kadyrov, qui sont aussi des islamistes presque djihadistes, mais juste d'un autre bord, d'une autre orientation islamique, d'une autre orientation politique. Là aussi, on a une guerre entre deux pions dans un grand jeu géopolitique où le djihadisme est instrumentalisé d'une certaine façon de deux côtés. Mais ça montre combien aussi, parce que on dit les Tadjiks, alors que quand on discute, on a plutôt le sentiment que en réalité, la Tchétchénie et le Tadjikistan, c'est à côté, mais pas du tout. C'est complètement de l'autre côté de la mer Caspienne, c'est en dessous du Kazakhstan. Et donc, on se dit, mais finalement, comment ça se... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une menace qui s'est complètement déplacée, à la fois sur, on l'évoquait, à tort, enfin, que c'est pas du tout sur les mêmes fondements et pas du tout dans la même zone. C'est-à-dire que là, de ce que moi je comprends, la compréhension qui est la mienne, c'est parce qu'on a aussi un pays limitrophe aussi, qui est pas très loin de la Russie, parce qu'il faut passer le Kazakhstan, qui est en difficulté sur le plan intérieur. Je crois que c'est combien ? C'est 13 millions d'habitants, le Tadjikistan ?
En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on a quand même un pays qui est un petit pays, qui est un pays en difficulté. C'est-à-dire que la Tchétchénie, c'est le pays de Tchétchénie qui est intégré à la Fédération de Russie. C'est, je crois, on n'est pas loin de 10 millions d'habitants. Non, la Tchétchénie, c'est beaucoup moins, si je me trompe pas. Ouais, moi j'ai compté 9-10. Donc c'est vraiment, on a vraiment aussi un focus sur aussi les pays qui sont en difficulté, qui sont pas loin, d'où le discours de Vladimir Poutine en 2021. Est-ce que la Russie pouvait s'attendre à un attentat comme ça ? Est-ce que les conditions étaient réunies ? Est-ce que ça a surpris Est-ce que vous pensez que ça a surpris ? Oui, non. Non, mais je voulais pas. Moi, ça me surprend pas. Donc, la Russie est désignée comme ennemi principal. Donc, tous les services de sécurité russes sont occupés par la guerre en Ukraine. C'est pas uniquement le Tadjik qu'ils ont vraiment très remonté contre le régime de Vladimir Poutine. Il y a les Ingouches, il y a certains Ouzbeks, le Tadjik, le Tchétchène. Donc il y a quand même les Tchétchènes un peu moins... plus trop les Tchétchènes, je pense que... Si, beaucoup les Tchétchènes. Kadyrov, il s'en est occupé quand même. Oui, mais pas le Tchétchène du régime en Tchétchénie actuellement, mais il y a quand même beaucoup des islamistes tchétchènes qui doivent aussi encore vivre en Russie et tout ça. Donc, et l'attentat, donc combien de millions de migrants travaillent en Russie Donc là, vous avez tout à l'heure dit qu'il y avait un de ces Tadjiks qui travaillait en Russie ou qui avait même peut-être une nationalité russe. Donc il y a ce potentiel était toujours là. Donc ça s'est matérialisé là maintenant. Ça peut se reprendre, mais ça va pas être les derniers attentats djihadistes en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, c'est pas une surprise, même si effectivement, à un certain moment, quand on est concentré sur autre chose, on ne voit pas ce genre de phénomène venir. Mais c'est vrai que pour les services de sécurité, c'est la même chose, parce qu'effectivement, ils sont très occupés, évidemment, avec leur obsession, effectivement, de destruction de la nation ukrainienne. Ils sont aussi très obsédés par la répression interne, mais la répression interne vis-à-vis des opposants, évidemment, politiques de Vladimir Poutine, où vous avez un développement de système de surveillance absolument incroyable pour traquer, la moindre personne qui manifeste. C'est-à-dire que si vous êtes à Moscou, que vous arrivez avec un panneau Vive l'Ukraine, effectivement, 5 minutes après, vous êtes arrêté par la police. Enfin, tellement tout ceci est contrôlé, surveillé. Mais donc, à partir du moment où vous avez une focalisation des services sur, ce qu'ils perçoivent eux comme une menace, qui est uniquement une fausse menace, mais une menace évidemment pour un régime de plus en plus totalitaire, eh bien, évidemment, ils ne regardent pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu de l'ensemble des services, quels qu'ils soient. Je veux dire, quand ils se focalisent sur une chose, qu'il y a privilégier une piste de renseignement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nos propres services, qui sont à raison, d'ailleurs très focalisés à certains moments sur la question du djihadisme. Nous, par exemple, l'extrême droite en Europe. Les Allemands, ils font extrême droite. Ensuite, il y a le djihadisme. Oui. Quand ils font le djihadisme, ils ont oublié l'extrême droite. Mais nous, on a été très focalisés, et à raison, et nous le demeurons. Et encore une fois, il faut absolument que nous restions très vigilants sur la menace djihadiste, bien sûr, parce que c'est un vrai danger de sécurité, c'est le principal danger de sécurité immédiat sur nous. Mais du coup, par exemple, il y a peut-être des choses que les services regardent moins, comme certaines ingérences étrangères, où ils ont été peut-être un peu moins, disons, vigilants, parce que c'est pas le danger le plus immédiat par rapport à cette menace djihadiste. Mais inversement, vous avez exactement l'inverse d'une certaine manière, qui s'est vraisemblablement fait du côté des services russes. Après, il y a probablement aussi, malgré tout, un problème de compétences aussi. Est-ce qu'ils ont vraiment aujourd'hui les moyens d'investigation, les connaissances, la capacité de pénétrer, c'est vraiment une question. Mais là, pénétrer ces cellules. Très important, juste une mini remarque. Donc, avec le djihadisme ou l'extrémisme tchétchène, on a un grand problème, parce que c'est une langue tellement rare. Quand ils parlent réellement tchétchène en Europe, on a très peu de traducteurs déjà. Donc ça c'est très intéressant. Pour le Tadjik, c'est plus facile parce qu'ils parlent en gros l'iranien. Donc là, on trouve des gens Et cette situation, elle est d'autant plus incompréhensible que les représentations diplomatiques
américaines et britanniques, me semble-t-il, avaient tout de même alerté, pris le soin quand même d'alerter leurs homologues russes pour leur indiquer que quelque chose se préparait. Puis en plus, alors pas dans le lieu précis, mais d'un événement particulier, les concerts, etc. Et qu'a priori, même avec un décalage de quelques jours, ils n'en ont a priori rien fait. Bien au contraire, ils ont retourné effectivement cette alerte comme étant un argument supplémentaire visant à accuser, ou en tout cas à mettre sur les Occidentaux, en particulier les Américains, comme étant, voilà, c'est bien la preuve que vous êtes responsable de cette situation. Regardez, vous avez essayé de nous prévenir sur un truc qui était à moitié vrai, sans lieu, sans date, etc. Mais ça, je n'ai pas réellement compris. Donc, peut-être vous pourrez nous éclairer là un peu dessus. Donc, les services secrets sont quand même là pour se parler. C'est toute la définition d'un service secret. Donc, il y a tous les échanges. C'est très rare que deux services ne se parlent plus. Vraiment très rare. Les Iraniens ont à un moment donné plus parlé aux Irakiens, par exemple, mais quand c'est vraiment la guerre totale. Mais comment est-ce que... Je trouve que c'est déjà un manque de professionnalisme que les services russes, je ne parle pas de Poutine, n'ont pas entendu les messages américains qui étaient certainement appuyés sur des sources et tout ça. Comment on peut expliquer ça ? C'est encore une fois, on en est réduit à des hypothèses parce qu'on peut pas, on n'a pas de certitude, on n'est pas là, donc faisons très attention. Mais il y a aussi, je dirais, la possibilité à la fois d'une totale négligence, c'est-à-dire aussi que quand vous avez un système totalement dictatorial, les dirigeants n'aiment pas trop recevoir des mauvaises nouvelles. Alors jusqu'où est-ce que cette information est remontée ? Jusqu'où est-ce que le travail sur les hypothèses que l'information générale impliquait est-elle remontée, je dirais, au sommet ? Parce que il y a dans le système russe, mais ça on le voit sur plein d'autres informations, y compris sur le déroulement de la guerre russe contre l'Ukraine, beaucoup de choses qui ne remontent pas au chef. Parce que tout simplement, si ce sont des mauvaises nouvelles, on n'ose pas lui apporter des mauvaises nouvelles. C'était par exemple le cas au début de l'offensive russe contre l'Ukraine, sur l'état réel de l'armée russe, qui a été aussi à un certain moment une découverte pour Poutine, parce que tout le monde lui disait, mais écoute, Vladimir Vladimirovitch, ta machine de guerre est parfaite, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, grâce à toi, maintenant la Russie est un pays puissant qui va réussir à atteindre et à capturer Kiev en 3 jours. Évidemment, ça ne s'est pas passé. Et on peut dire qu'on a peut-être le même type de raisonnement du côté des services, effectivement, de renseignement. Deuxièmement, vous avez un problème avec les services de renseignement russes, effectivement, qui reçoivent de manière continuelle toujours des informations de leurs homologues, y compris occidentaux, y compris vraisemblablement, je parle évidemment de manière prudente aussi, français, aussi bien qu'américains, britanniques, allemands, etc. Mais c'est très difficile, et c'est de plus en plus difficile à un certain moment, dans une guerre comme celle-là, de faire confiance aussi à l'interlocuteur. Et bien sûr qu'il y a des informations que les services peuvent partager, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas partager. Et quand on a vu, je l'ai rappelé tout à l'heure, comment s'est déroulée aussi la guerre russe aux côtés de Bachar el-Assad contre le peuple syrien, je veux dire, il y a un certain moment où les Russes ont essayé de nous enfumer dans le sérieux de la lutte, en l'occurrence contre Daesh, je le répète, comment est-ce que les services occidentaux peuvent considérer ça de manière crédible ? Donc faisons très attention, une relation de confiance, ça se bâtit à deux. Et là, il y a un vrai problème de confiance, au-delà de la question du professionnalisme. Ça, c'est vraiment... on est complètement d'accord là-dessus. Dans le même temps, vous l'avez parfaitement souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que l'appréhension à la fois au risque et à l'attentat est différente chez nous, chez les Russes. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont s'en remettre, ils s'en sont remis. C'est-à-dire que la force dans une dictature, c'est je vous dis, vous, médias, ce que vous devez dire, et vous allez vous en tenir à la ligne du parti, et rien de plus. Et dans 2 jours, vous n'en parlez plus. Et comme ça, tout le monde sera passé à autre chose. Donc ils vont passer à autre chose. Des attentats, il y en a eu. Alors, regardez le nombre de morts, le nombre de militaires morts en Ukraine, les prisonniers qui sont envoyés là-bas, les familles qui ne récupèrent même pas les corps. Par exemple, vous prenez le Moskova, personne ne sait. En réalité, bon, il a été coulé, etc. Mais on a menti aux familles. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas des manifestations monstres. Vous imaginez en France ? On a déjà un attentat, on a un mort lors d'un attentat, et à raison, parce que je pense que c'est un événement très grave. On a une mobilisation générale. Eux, il n'y a pas de mobilisation plus que ça. Donc eux, les services de renseignement,
les services spéciaux, le FSB et autres, ils vont se remettre en cause d'une certaine manière, peut-être orientés un peu différemment, mais il y a tellement une espèce d'imbrication entre le pouvoir politique russe et les services secrets que ça va bien se passer dans 2-3 jours, ils seront passés à autre chose. Et je reviens, si vous permettez, juste une seconde là-dessus. C'est vrai que nous, on a, par exemple, quand il y a eu la mort et l'assassinat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, vous avez eu immédiatement une émotion dans l'ensemble de la société, parce que c'était des personnes, on a vu leurs portraits, on a raconté leur vie, on a parlé de leur famille, c'était quelque chose de très dur, de très émotionnel devant ces actes abominables. Quand vous voyez la manière aussi, dans la gestion des attentats dont procède Moscou, avec les deux exemples effectivement du théâtre de Moscou en 2002 et de l'école de Beslan en 2004, il y a eu énormément de critiques, parce que les services, quand ils sont intervenus, n'ont pas fait attention au respect de la vie des civils. Quand vous avez des services français, américains, belges, allemands, etc., qui interviennent lorsqu'il y a une prise d'otage, tout simplement, que ce soit un attentat terroriste ou pas, mais même une prise d'otage, la première préoccupation des services de police, c'est de ménager la vie des civils. Là, absolument pas. Et vous avez eu des protestations incroyables, d'ailleurs. À ce moment-là, il y a eu beaucoup d'enquêtes, beaucoup de protestations, notamment des familles, des associations de droit civil, pour la tuerie qui a été faite, enfin qui aurait pu être largement évitée, au-delà de l'attentat terroriste, par les services lors de l'intervention à Beslan. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, évidemment, dans la pratique des services occidentaux. Et même dans le théâtre, en 2002. Oui, le théâtre, le gaz. En fait, on dit que les forces spéciales ont mis un certain temps avant d'arriver. On va pas faire de la politique fiction ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que arriver, enfin, ils font pas dans le détail. En fait, ils rentrent et en fait, ça, comme on dit, ça rafale de partout. Donc, d'une certaine, c'est pour ça que moi, je pense toujours à l'appréhension, en tout cas, la manière de voir les choses qui est complètement différente, y compris sur le plan politique. Moi, je voudrais bien partager une point d'interrogation qui est aussi une point d'inquiétude. J'arrive pas à analyser la superimposition de conflits et l'opportunisme, par exemple, djihadiste de rentrer dans de différents conflits. Et qui m'inquiète vraiment, parce que... Il manque une clé. Il me manque beaucoup de clés, mais regardons Israël-Hamas. Donc, le massacre de Hamas, certainement, arrangé beaucoup Poutine. Voilà. Est-ce que c'était le Hamas qui était opportuniste pour se dire, voilà, c'est le bon moment? Est-ce qu'il y avait du soutien derrière? Sur ça, par exemple, Hamas est aujourd'hui le leader par les islamismes extrémistes mondialement. Donc, les autres djihadistes, Hamas c'est un djihadisme nationaliste, mais bon, c'est pas si différent que ça, font des autres attentats d'opportunité. Donc j'ai l'impression que tout est lié, on sait que tout est lié, mais on n'arrive pas à avoir les clés de compréhension de cette menace. Prochain truc, le Sahel, donc le français, donc l'échec français au Sahel, on ne parle plus actuellement. Mais qu'est-ce que va par exemple se passer au Sahel si on a un renforcement de groupuscules djihadistes, notamment par beaucoup de morts dans la population civile, par les méthodes russes de ex-Wagner dans le Sahel. Tout est imbriqué là actuellement. Donc pour moi, c'est une forme de globalisation. Il me manque les clés de compréhension. Et on est vraiment aussi dans une guerre d'information qui est tellement mondialisée où on comprend de moins en moins. Je vais juste partager quelques de mes... Non, mais enfin, sur le Sahel, en réalité, je suis peut-être choqué en disant ça, mais il n'y a rien qui se passe au Sahel que nous n'ayons pas d'une certaine manière anticipé. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. C'est-à-dire, quand on regarde la situation économique dans ces pays consécutivement aussi, au retrait, mais même avant le retrait des troupes françaises, on ne pouvait pas compter. C'était d'ailleurs Jacques Chirac qui disait qu'on ne transportait pas une démocratie dans un fourgon blindé. Mais c'était en fait complètement ça. Dans un certain pays, notamment au Sahel, on a des situations économiques d'une très grande précarité. Vous prenez le Niger, on le disait, moi je me rappelle de mes premières interventions, ça devait être peut-être il y a peut-être 10 ans, on a un taux de fécondité au Niger qui est 1 pour 9, c'est-à-dire que 1 pour 9, une femme faisait 9 enfants. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas une éducation, si vous ne donnez pas un travail dans un pays qui est un pays assez aride, le Niger, on ne peut pas dire que vous allez forcément avoir des difficultés. Le Mali, on avait le même sujet au Mali, le Burkina Faso, mais forcément ça devait
tombé d'une certaine manière, et ça s'est renforcé par des prises de pouvoir, à un moment donné, de juntes, ça peut être aussi des dictatures d'une certaine manière, et qui avaient une relation à l'autre ethnie, qui était une relation extrêmement difficile, parce que c'est pas son ethnie, donc on va pas l'aménager, etc. Donc la montée en puissance du djihadisme dans la bande sahélo-saharienne, elle est en fait, quand je dis elle est compréhensible, elle ne se comprend pas d'un point de vue politique, évidemment. Il y a une maîtrise. Mais elle se... Voilà, donc c'est quelque chose qui se projetait. Moi, je rajoutais juste très rapidement une précision de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Les djihadistes au Sahel, eux, ils regardent très bien qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple, que l'échec, donc la retraite américaine, la prise de pouvoir des talibans. Ils ont même félicité les talibans pour la prise de pouvoir à Kaboul et tout ça. Donc eux, ils regardent qu'est-ce qui s'est passé chez Hamas. Eux, ils ont une vraie vision mondiale. Eux, ils sont très contents de cette attaque en Russie et tout ça. Donc c'est très intéressant. Peut-être ces djihadistes sont plus globalisés que nous. Ils regardent les failles à droite et à gauche. Donc le même IS est présent au Sahel, fait des attentats en Iran, veut faire des attentats en France et en Allemagne, a fait un attentat en Russie, est présent même en Indonésie. Donc peut-être là, on a vraiment à faire un regard beaucoup plus globalisé que le nôtre. Et déjà au niveau de au niveau de notre calcul des risques long terme, on devrait vraiment avoir une vision beaucoup plus globalisée. Et comme vous disiez tout à l'heure, sur les services aussi, on se focalise toujours sur une menace. Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que Alors je pense qu'il y a plus dans cette discussion, je trouve que c'est assez intéressant, parce que encore une fois, personne n'a de certitude absolue, faisons aussi très attention à tout cela. Il y a peut-être deux éléments. Il y a peut-être un premier élément qui est dans le système de communication des différents mouvements djihadistes, aussi opposés soient-ils par ailleurs. Vous avez une forme de compétition. Il peut y avoir effectivement une compétition, évidemment, dans le crime, l'horreur, évidemment sans nom. Je veux dire, quand le Hamas commet effectivement ces actes terroristes qui sont des crimes contre l'humanité à vocation avec intention génocidaire le 7 octobre, je veux dire, il le fait et il en tire une forme de gloire, de gloriole même par rapport aux autres. Il se positionne effectivement comme un mouvement comme les autres, qui à la fois évidemment réjouit d'une certaine manière les autres groupes, mais en même temps accroît en quelque sorte la compétition. Je pense qu'il y a ce premier phénomène, enfin c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que vous avez aussi une très forte décentralisation aussi de ces différents mouvements. C'est-à-dire que vous n'avez pas, enfin, même si dans le temps vous aviez, avant qu'il soit exécuté, Abu Bakr al-Baghdadi pour l'État islamique, ou Ben Laden pour Al-Qaïda, vous avez toujours des chefs, mais vous n'avez pas une sorte de chef global. C'est-à-dire que vous n'avez pas une sorte, prendre l'image classique de la pieuvre, vous n'avez pas une sorte de pieuvre avec une sorte de commandement intégré qui donnera des ordres à des cellules situées en Asie, situées en Afrique ou en Europe, de commettre des attentats. Ça, c'est quelque chose qui ne me paraît pas aujourd'hui complètement, je dirais, réaliste. En revanche... Mais pour des années, on a quand même... Messieurs, pardonnez-moi, on nous remonte dans le chat qu'un petit léger problème de son parlait très fort dans vos micros, très proche de vos micros. Ou bien vous avez effectivement... je termine rapidement peut-être effectivement là-dessus. Vous avez effectivement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que quand on crée aussi des systèmes, je dirais, d'oppression, qui sont des systèmes d'oppression politique, y compris par des jeunes militaires que vous évoquiez par exemple en Afrique, y compris par des régimes comme le régime de Kadyrov en Tchétchénie, ou par des régimes d'oppression, là aussi, quels qu'ils soient dans le monde ou perçus comme tels, vous créez effectivement une potentialité, je dirais, de résurgence et de formation de cellules djihadistes. Moi, j'ai une grande inquiétude, pour travailler depuis très longtemps sur ce pays, j'ai une très grande inquiétude, notamment pour la Syrie de demain. C'est-à-dire qu'avec le système, effectivement, d'oppression massif, de crimes massifs, permanents, je dirais, du régime de Bachar el-Assad, on est en train de préparer, effectivement, le djihadisme de demain, avec des générations de jeunes enfants qui n'auront jamais été à l'école, qui n'auront pas reçu d'éducation, qui n'auront que la misère, qui auront un ressentiment aussi vis-à-vis, d'ailleurs, d'une partie de l'Occident qui s'est montré totalement lâche devant le régime de Bachar el-Assad et les crimes de la Russie et de l'Iran en Syrie, voilà, et qui demain vont se trouver un prétexte pour se venger. Donc là, on va pas parler d'un point très important. Donc, l'actuelle situation à Gaza, c'est le pain béni pour le djihadisme. Donc, on parle de génération à venir de djihadistes. Donc, on ne peut pas condamner le massacre d'Hamas au terme le plus fort possible, donc pour ne pas rentrer dans ce débat. Mais les 30 000 morts
ou 32 000 morts aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne comme exemple sur l'Occident? Donc là, parachuter un peu d'aide et tout ça, une résolution de l'ONU un peu tardivement. C'est vraiment de pain béni pour tous les djihadistes. Le conflit palestinien a été chez Al-Qaïda, chez Daesh, toujours au cœur de la propagande. Et là, maintenant, ça devient encore plus grave dans le sens où Hamas s'impose un peu comme le champion du djihadisme mondial, la vraie lutte islamiste extrémiste, et les autres doivent rentrer en compète, Al-Qaïda et les autres. Donc, cette composante, elle n'est pas à sous-estimer. Ouais. Alors oui, vraiment sur le plan, je comprends. C'est un tout petit chouïa plus compliqué parce que quand on regarde, quand on entend quelquefois à la fois quand on analyse les discours, la documentation, on voit que quelquefois le Hamas apparaît comme étant finalement une espèce de satellite, c'est vrai, islamiste, pas de sujet, mais du Hezbollah. Le Hezbollah, l'Iran, chiite, sunnite, pas bon. Et donc c'est aussi pour ça que l'Iran est tapé, pas parce que l'État islamique veut envahir l'Iran, c'est pas le sujet du tout, c'est qu'il considère les chiites comme étant des hérétiques. Et donc il y a jusqu'à une certaine limite, effectivement, un soutien. Alors certainement, vous avez complètement raison sur le fait que par rapport au Fatah, le Hamas a gagné son combat politique face au Fatah, qui est plutôt dans la Cisjordanie. Mais le Hamas est sunnite. Bien sûr, oui, non, mais on est complètement. Non, mais c'est là où effectivement il y a une difficulté, c'est que vous avez complètement raison, c'est que les militants du Hamas sont des sunnites, mais on voit bien que Ismaël Haniyeh, il part justement là aujourd'hui en Iran pour essayer de discuter, pour leur demander ce qu'on a. Pour l'État islamique, ça c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il y a d'une certaine manière, ça contribue malheureusement à la montée de l'antisémitisme un peu partout dans le monde et c'est regrettable. Et dans le même temps, sur la manière dont les organisations terroristes regardent un peu le Hamas, comme le Fatah, j'ai plutôt l'impression qu'ils le voient plutôt comme une organisation, je le dis, un peu corrompue, et c'est la même chose d'une certaine manière pour des leaders des pays du Golfe qui en ont ras-le-bol d'une certaine manière le Hamas, et quand vous discutez avec eux, ils n'ont quasiment pas beaucoup de contact avec le Hamas à l'exception de l'Iran et du Qatar, parce qu'ils considèrent qu'ils ont mis du pognon et que ça ne veut pas se réformer et qu'ils en ont ras-le-bol et que eux, d'une certaine manière, l'opinion de la rue arabe les piège dans leur position vis-à-vis d'une éventuelle réconciliation avec effectivement les Israéliens, parce qu'il y a des pays du Golfe qui voudraient normaliser à la limite des Émirats arabes unis, etc., etc. Donc on voit bien que c'est un tout petit chouïa plus compliqué et que il y a quand même quelques exceptions, beaucoup même. On dit toujours que c'est compliqué, ça je veux... Tout est compliqué, le conflit israélien-palestinien c'est compliqué, le djihadisme c'est compliqué. Oui, mais est-ce qu'on est catégorisé un peu juste... Non, mais ce qui est aussi compliqué, c'est que, en même temps, je dirais, et l'exemple du Hamas le montre bien, c'est que la question d'une sorte de division simpliste entre le monde chiite et le monde sunnite n'a pas un sens, je dirais, absolu. Vous avez quelque chose de beaucoup plus compliqué que cela. L'exemple du Hamas est aussi intéressant parce que d'abord il est quand même soutenu assez fortement par Moscou. Il a été soutenu fortement par l'Iran. Alors je dis pas que l'Iran ou Moscou sont derrière les attentats du 7 octobre, ça non. En revanche, est-ce qu'il y a eu à un certain moment dans, je dirais, les moments de préparation, une forme d'information des Iraniens qui aurait peut-être remonté à quel niveau, je n'en sais absolument rien, côté effectivement service russe, sans que ce soit remonté au sommet, qui n'ont pas été derrière, ça c'est absolument n'importe quoi. Voilà, on est sur ce genre effectivement de questions. La grande difficulté aussi du conflit entre Israël et la Palestine, c'est aussi bien sûr que malgré tout, les États du Golfe auxquels vous faisiez allusion se moquent complètement des Palestiniens. C'est quand même aussi ça, malheureusement, la réalité, et que effectivement les victimes civiles innombrables, et vraiment, je pense qu'il y a eu une politique vraiment criminelle de Netanyahou, je fais aucun doute là-dessus, on est complètement d'accord. Je dirais, c'est quelque chose, évidemment, qui, effectivement, choque une partie des opinions, mais les gouvernements, malheureusement, n'ont cure, et donc n'ont cure du peuple palestinien. Ça peut être aussi une cause qui est d'ailleurs invoquée de même par les mouvements terroristes, y compris, le cas échéant, l'État islamique ou l'Al-Qaïda, sans nécessairement qu'eux-mêmes manifestent une compassion extraordinairement forte. C'est aussi une manière d'instrumentaliser. C'est ça aussi l'un des drames de ce conflit, c'est l'instrumentalisation totale des Palestiniens que personne finalement ne défend et ne respecte sérieusement.
je vais faire très simple, et ça me tient au cœur. Le djihadisme, c'est une chose très simple. Je travaille 30 ans sur ça. Leurs buts sont clairs. Leur vision complètement distortée, mauvaise de l'islam, kidnappée de l'islam, doit régner sur le monde. Donc il y a des différences stratégiques, mais c'est tout ce qu'ils veulent. Ils vont tout faire pour ça. Donc ça c'est déjà, le but idéologique, c'est très simple. Après, il y a des buts tactiques, prendre un petit émirat là-bas, tout ça. Donc, mais ils ont la même vision. Aujourd'hui, j'ai lu qu'il y a six ouvriers chinois qui étaient tués au Pakistan par un groupuscule djihadiste. Donc leur système et la méthode est très simple. Qu'est-ce qu'on met en face ? C'est ça la grande question. Je vais nous ramener en France, messieurs, parce que je vois que l'heure tourne et je n'ai pas encore posé cette question. Est-ce qu'on a des raisons de craindre l'État islamique du Khorasan, dont on ne parlait pas beaucoup avant, et qui pourtant inquiète les autorités, puisqu'on a relevé le niveau du plan Vigipirate à son niveau maximum? C'est une question pour vous, Driss? Alors oui, il y a des raisons. Le président de la République, on a 3 attentats déjoués depuis le début de l'année. Je crois que c'est 45 depuis 2017 et 74, je crois, depuis 2015. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une inquiétude qui est palpable, et encore faut-il effectivement essayer d'y voir, en tout cas de bien expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inquiétude. Aujourd'hui, on disait que cette menace exogène, c'est-à-dire cette menace qui venait d'un théâtre d'opérations terroristes extérieures, il y a encore quelques mois ou quelques années, on en parlait beaucoup moins, parce que l'État islamique était considérablement affaibli. Je ne parle même pas d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, ça revient d'une certaine manière, en plus de cette menace endogène. Cette menace endogène, c'est à la fois ces détenus condamnés pour terrorisme ou ces détenus de droit commun susceptibles de radicalisation, en plus de ces individus qui sont sortis, même s'ils font l'objet d'une surveillance par nos services de renseignement, qui pose une difficulté. Par ailleurs, c'est ce que Gilles Kepel appelle ce djihad, pas trop ce terme, mais je vais quand même le prendre pour la circonstance, c'est ce djihad d'atmosphère, voilà, et qui cette idéologie dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui touche de plus en plus de jeunes. Et c'est plus en plus de jeunes. On disait que par exemple 2015-2016, la moyenne d'âge du terroriste était 27 ans. Aujourd'hui, on a des jeunes majeurs, voire quelquefois des mineurs qui sont appréhendés par nos services de renseignement et qui font l'objet d'une judiciarisation parce qu'ils projetaient de passer, de commettre des actes violents. Donc ces individus sont parfaitement perméables aux thèses complotistes, antisémites, terroristes qui viendraient évidemment de cette organisation terroriste qu'est l'État islamique, qui encore une fois a des moyens en termes de communication qu'elle a reconstitués, et pour la première fois, ce que ne faisait même pas l'État islamique quand il était en Syrie, avec des documents qui sont traduits en plusieurs langues, ce qui n'existait pas avant. Donc sur le plan marketing, sur le plan de la communication, il y a quand même des inquiétudes. Et les 2 interpellations, au moins 2 des 3 interpellations depuis le début de l'année, on voit bien qu'il y a des commanditaires, des gens avec qui ils échangent, et on voit qu'il y a de la manipulation, on voit que ça vient aussi de l'extérieur, et c'est là on dit que c'est commandité, téléguidé ou inspiré. Là, on a des vrais sujets de préoccupation en France. Vas-y. Juste une dernière remarque, on n'a pas clarifié un truc basique, c'est quoi l'État islamique du Khorasan? Est-ce qu'il reste une unité d'ailleurs? Est-ce qu'il y a encore une unité? Est-ce que c'est encore une entité consolidée, l'État islamique? Khorasan, oui. L'État islamique avec tous ces c'est un archipel sur un territoire. Mais là, c'est très précis. Donc là, il y a une coalition, et c'est une coalition internationale. C'est ce qui nous inquiète. Donc entre des ex-combattants des l'IS en Syrie, en Irak, donc notamment des Tadjiks, des Tchétchènes, etc. Et des Pakistanais, des Pashtuns talibans, de Pashtuns qui sont très mécontents avec les talibans, qui sont trop soft. Donc à la base, c'est déjà une organisation relativement internationalisée, et c'est ça qui est inquiétant. Avec aussi des Ouzbeks turcophones et tout ça. Donc, regardez, qu'est-ce que c'est réellement l'État islamique au Khorasan, mot arabe pour l'Afghanistan, est très intéressant et très important. Messieurs, il est 12h58, passé de 21 secondes, et je pense que c'est bientôt le mot de la fin, avant de nous quitter. Le mot de la fin, Nicolas Tenzer. Le mot de la fin, d'abord, je dirais, l'état de vigilance par rapport à la menace djihadiste, je dirais, nous devons le conserver et nous le savons, nous devons vivre avec cette menace pendant les décennies qui viennent. Se dire, c'est pas une menace qui va, parce que tout simplement, toutes les raisons dans de nombreux pays du monde montrent effectivement qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne se reconstitue pas. Maintenant, deuxième point rapidement, faisons aussi très attention à ne pas faire en sorte que la lutte nécessaire antiterroriste remplace la politique étrangère.
C'est quelque chose qui est complètement différent. Donc ne géopolitisons pas, si j'ose dire, le terrorisme en ce sens où on en ferait l'espèce de moteur de ce que doit être notre action en politique étrangère, que ce soit évidemment vis-à-vis de la Russie, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient ou avec les pays d'Asie. Faisons très attention à cela. Merci Nicolas Tenzer. Azim El Difraoui, le mot de la fin. Non, je n'ai pas le mot de la fin, mais je vais dire... le mot du début, si vous voulez, du début de la fin. Pour Nicolas Tenzer, je suis complètement d'accord. Mais le problème de la lutte antiterroriste ou anti-djihadiste en Europe, c'est toujours qu'on regarde que nos pays. Il y a un peu de coopération européenne, mais on ne regarde jamais la grande situation géopolitique. Donc, en fait, la lutte contre le terrorisme ici est très liée à la politique étrangère, à une politique étrangère qui prend les variables en compte dans la coopération internationale et qui regarde les régions en crise de ce monde. De ce point de vue-là, on est d'accord. De ce point de vue-là, oui. Driss, le mot de la fin. Je pense que d'un point de vue purement politique intérieur, France, on a des raisons légitimes, évidemment, de s'inquiéter de la hausse de la menace, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de l'intérieur. Je pense que pendant trop longtemps, on a focalisé sur la réponse à la menace terroriste, c'est plus de policiers, plus de gendarmes et plus de places de prison. Je pense qu'on a négligé l'aspect un peu éducatif et le carburant du terrorisme, c'est d'une certaine manière, en tout cas, quand je regarde notre pays, quand je regarde Vladimir, c'est la jeunesse. Et je pense qu'on s'est souvent détourné de cette jeunesse, ou en tout cas qu'on n'a pas mis suffisamment de moyens dans l'éducation de cette jeunesse pour lui donner les bases, d'une certaine manière, pour être complètement imperméable à toutes ces thèses et qui les font basculer d'une certaine manière dans l'extrémisme. Là, c'est vraiment le mot de la fin. Les politiques de la prévention en France, pour cette jeunesse jusqu'à aujourd'hui, demeurent largement un échec. Et ça, c'est triste, malgré beaucoup des efforts. 13h01 sur Info. Merci, messieurs, pour vos bons mots, vos clairvoyances, vos expertises. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés au studio 3F74. Je vous remets entre les mains bienveillantes, plutôt, de Mathis. Et revenez, bien sûr, quand vous voulez. Et nous quittons la fédération... Merci Nicolas, salut, à très vite. Nous quittons la fédération de Russie, le front ukrainien et la coulisse sanglante de l'État islamique, les deuils des guerres, des colères, des armes, pour rejoindre le mystère des heures de la République au palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, où l'on a vu Emmanuel Macron, biceps saillant, mâchoire serrée tout en sueur et en violence, frapper un sac de sable devant l'objectif ravi, attentionné et certainement intentionné de Soisic de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République. La photo, vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, on va vous la remettre dans le chat, ou Cyril, peut-être que tu peux la passer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette photo, elle a fait causer, elle a fait rire, parce qu'on a d'abord cru qu'elle n'était pas tout à fait vraie, qu'elle avait été produite par une intelligence artificielle. Du rire sur Twitter et partout ailleurs, on est passé aux larmes, puisqu'il s'agit d'une vraie photo, et qu'elle n'a pas fait rire tout le monde, et certainement pas les boxeurs et les boxeuses. D'abord, parce que dans cette photo, il y a beaucoup de violence, et que ce n'est pas tout à fait l'idée que les boxeurs et les boxeuses se font de leur sport. Ensuite, parce que la boxe, qui est un sport populaire, un sport des périphéries, aurait pu trouver un meilleur ambassadeur que le président de la République, Emmanuel Macron, pris comme un hérisson dans les phares de l'appropriation culturelle. On va donc parler de boxe, de périphérie, d'histoire de la boxe. On va parler de boxeurs et de boxeuses, on va parler d'histoire de famille, on va parler de MMA et d'autodéfense un peu aussi. On va parler par ailleurs des nouveaux publics de la boxe. On va parler de masculinisme bizarre, on va parler de respect de l'adversaire, et on va surtout en parler avec celles et ceux qui boxent et qui ont écrit des trucs assez intéressants justement sur la boxe. Bonjour Selim Derkaoui. Bonjour. Selim, tu es journaliste indépendant, tu es contributeur au Monde Diplomatique à Mediapart et tu as commis Rendre les coups, paru aux éditions du Passager clandestin. À mes côtés, bonjour Vanessa Descoureaux. Bonjour. Salut Vanessa. Salut. Vanessa, tu es grand reporter à France Inter, et quand tu ne promènes pas ton micro entre les barbelés des guerres, les frontières des pays qui se font la guerre, ou tout simplement devant la bouche de celles et ceux qui ont des choses à dire, on te retrouve sur le ring parce que tu es aussi par ailleurs boxeuse. Voilà. Salut et bienvenue au 3e étage de la Maison de la Radio. Et justement, c'est un parfait hasard, puisque je ne savais pas du tout que vous vous connaissiez. Et bien, il y a ce midi ton entraîneur. Salut coach. Salut coach. Bonjour. Bienvenue à la maison. Ouais. Nasser Lalaoui, bienvenue. Tu es entraîneur de boxe, donc, et pas que de Vanessa, puisque tu as vu défiler des générations de boxeuses et de boxeurs, notamment dans ton club d'Aulnay-sous-Bois. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait maintenant 32 ans que je suis entraîneur, donc ouais, j'ai vu passer du monde. Je pense que tu auras pas mal de choses à en dire. Alors, avant qu'on descende dans le débat, qu'on mette des mots très intelligents sur les choses et qu'on ouvre un peu les perspectives, cette photo, on en pense quoi ? La photo du président de la République. Mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est il va se faire mal. Parce qu'il a des toutes petites mitaines de MMA qui, pour moi, ne sont pas du tout appropriées pour
pour se défouler sur un sac de frappe qui a l'air d'être un sac lourd en plus, donc ça fait mal. Moi, ma première réflexion, c'est mais il va se faire mal aux phalanges, aux poignets. Enfin, c'est douloureux de taper dans un sac de frappe quand on maintient pas son poignet. Il faut gainer le poignet aussi. Enfin voilà. Et là, c'est ma première réflexion. Et après, une fois cette réflexion attentive que j'ai eu plus de sourire. On va pas se mentir sur ce coup un peu bizarre là, qui n'est ni crochet ni uppercut, où il y a beaucoup de puissance, mais on sait pas trop ce que c'est. Donc j'étais assez moqueuse en fait. Voilà. L'avis du coach, Nasser? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que, sur ce que je sais, c'est que vraiment, Emmanuel Macron est sportif, il aime la boxe. Il aime vraiment la boxe. Il aime vraiment la boxe, il s'entraîne régulièrement. On m'a dit même qu'il frappait assez fort, parce que j'ai quelqu'un j'ai un de mes anciens boxeurs qui l'a entraîné, donc voilà, il m'a dit qu'il frappait assez fort, qu'il était assez sportif, qu'il était même très résistant au gainage, voilà, sur le gainage, voilà, qu'il était capable de rester 8-10 minutes sans fléchir. Mais bon, président gainé. Après, voilà, un président gainé. Mais après, pour tout ce qui est de gestes techniques, etc., j'en sais pas plus que ça, mais je le ferai pas signer chez les pros, pas tout de suite. D'abord, faudrait qu'il passe un test. Bon, on va pour le test du président. Voilà. Selim, l'avis sur la photo? Oui, alors moi, ce qui m'intéresse sur cette photo, c'est plutôt du fait de la diffuser plus que sa pratique de la boxe, parce que ça fait quand même un certain temps, ces dernières années, que les gouvernants pratiquent la boxe et le mettent en avant. Donc il y a eu Olivier Véran aussi, Édouard Philippe avant. Alors historiquement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de politiques qui se mettent en scène en train de faire du sport. On a eu pas mal de personnes. Il y avait le ski aussi à l'époque. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui lui faisait de la boxe aussi à un moment. Il y a des photos. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quel sport qui est pratiqué. C'est la boxe et c'est beaucoup de personnalités politiques ces dernières années. Par exemple, il y a aussi Fidel Castro. Il prenait beaucoup de photos de lui en train de faire de la boxe. À Cuba, c'est encore une autre signification. C'est un sport qui est vachement ancré dans la culture cubaine, etc. Nous, ça dit autre chose. C'est que ces dernières années, il y a une réappropriation culturelle de classe, moi j'appelle ça comme ça, de la part des gouvernants. C'est que s'ils mettent autant en avant, en sachant que c'est un sport profondément populaire et ouvrier, mais on y reviendra dans les racines historiques, c'est qu'il y a une dimension derrière qui est de l'ordre de comment je vais faire une pratique sportive d'un sport populaire, le mettre en avant pour aussi draguer des personnes, un peuple où on a pu se déconnecter aussi avec lui. Par exemple, et je termine parce que je peux être un peu long. On a une heure ensemble, alors okay. Si tu veux prendre le temps, franchement, vas-y, c'est l'occasion pour le faire. Non, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, dans le livre, j'avais regardé une émission, enfin plutôt un reportage où Macron était pendant l'entre-deux tours de la présidentielle en 2022, en train d'enfiler des gants et de boxer avec un boxeur dans les quartiers populaires. Et c'était pile entre deux tours, donc évidemment c'était un argument de com, mais pas juste un argument de com esthétique, où là par exemple, dans les photos qu'on a vues, il y a le contexte international avec Poutine, viril, etc. Là, du coup, dans ce contexte-là politique, c'est comment je vais séduire aussi les jeunes des quartiers qui aiment ce sport et le pratiquent, en sachant qu'ils pourraient aussi voter pour moi pour le second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Faut se dire qu'il y a toute une armée de communicants qui sont derrière, une photo n'est pas neutre, qu'il ne faut pas non plus les sous-estimer aussi dans la manière de mettre ça en scène. On voit les images justement. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est plutôt pourquoi le mettre en avant autant. Nasser, Vanessa? Sur le contexte international ? Non. Parce que moi, en plus, cette photo, je la découvre aussi, je reviens de 2 mois d'Ukraine. Donc effectivement, moi je suis dans ce contexte aussi là où ce virilisme très marquant sur cette photo répond à l'autre virilisme que moi j'ai couvert pendant ces 2 mois en Ukraine, de celui de Vladimir Poutine. Donc il y a évidemment cette lecture internationale qui moi m'a marqué aussi, parce qu'en plus j'étais imprégnée de ce séjour un peu long là-bas. Donc c'est évidemment une donnée très importante dans le contexte, qu'elle soit publiée ainsi et qu'elle soit publiée à ce moment-là. Après, sur la passion de la boxe du président, moi j'entends ce que dit Nasser, il a des connexions dans ce milieu que je n'ai absolument pas. Mais il y a cette appropriation culturelle qui est effectivement marquante. C'est un sport populaire. Moi, je fais de la boxe, certes, dans des clubs privés, parce que j'ai passé l'âge de faire de la compétition, mais j'ai eu la chance, parce que je voulais confronter ça aussi à des quartiers un peu plus populaires. Je suis allée à Aubervilliers, je suis allée à Fontenay-sous-Bois, pour voir qui était ce jeune public boxeur, quoi. Et c'est à ces gens-là qu'il essaye de parler en faisant cette photo que moi je trouve assez maladroite. Je veux dire, elle est viriliste, elle est violente, elle est masculiniste, selon moi. Ce n'est que mon jugement personnel qui n'engage absolument personne d'autre. Mais
En parlant à ce public-là, je pense qu'il s'y prend pas. Il parle pas aux jeunes avec cette photo, pour moi. Il parle à Poutine, probablement, et à personne d'autre, en fait. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. C'est un petit peu l'image qui en ressort, hein, qui en transpire de cette photo. C'est, à mon avis, il a voulu montrer. Je suis quelqu'un de combatif. Ouais. Je suis quelqu'un de combatif. Alors, comme on dit en boxe, souvent, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. Voilà, on combat jusqu'au bout. Et voilà, moi, je pense que on est dans la com. De toute façon, on est dans la com. Et puis, il a voulu montrer qu'il était un président combatif. Quand il avait des idées, ben, il les mettait sur le tapis. Puis, comme tous les boxeurs, et ben, il se battra jusqu'au bout. Et puis, s'il faut tomber, ben, il tombe et puis il se relèvera. Moi, je pense que c'est ça, on est vraiment dans la com, mais il a voulu montrer qu'il était un président combatif et pas simplement un président d'apparat, quoi. Je sais pas. Et une photo qui est publiée 2 semaines, possiblement 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, j'ai plus le calendrier parfaitement en tête. Après sa fameuse sortie sur je n'exclus pas, s'il le faut, d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc à ce côté, effectivement, regardez, moi si j'envoie mes hommes, c'est que moi aussi je suis fort, je suis costaud, je tape violemment sur ça. Et ça participe de tout aussi, ça. C'est peut-être aussi un retour par rapport à Poutine qui a aussi beaucoup exagéré sur Poutine à la chasse, Poutine en train de pêcher, on avait vu Poutine ces images sur un cheval, torse nu, musclé. Notre président, il a montré aussi ses gros bras, quoi. Voilà. Dans la com, on sait faire aussi, quoi. C'est ça un peu. Hein. C'est Poutine, il est costaud, tout ça, mais bon, en face de lui, il va trouver quelqu'un qui a du répondant. Oui, c'est comme s'il avait retenu que les aspects entre guillemets négatifs d'un sport de combat, notamment la boxe, comme vous disiez là sur la virilité. Il a retenu que ça, le côté box business. On va mettre vachement en scène un truc très libéral en fait. Et ça qui est intéressant aussi dans la photo, quoi. C'est cette espèce de double interprétation. Dans le chat, il y a Volka, salut Volka, qui dit en vrai, tant que le président aime ça, c'est pas très grave. Et Volka qui dit j'en ai fait aussi. Et la boxe, c'est un bon défouloir. Certainement. Ça n'est pas qu'un défouloir, cependant. C'est notamment ce que tu écris dans ton livre. Ouais. En fait, parce que je t'ai lu. Ouais, voilà. Merci. En fait, oui, moi, je me suis intéressé plutôt à la pratique et historiquement. Tu peux peut-être un peu d'ailleurs raconter, peut-être pas résumer ton livre, mais peut-être expliquer c'est quoi le propos. La genèse, etc. Ouais, la genèse peut-être en une minute. Oui, en fait, moi, mon père était boxeur dans les années 80, donc champion de Normandie à 2 reprises. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que quand il me parlait de la boxe, mon père, il m'en parlait souvent de manière assez déjà politisée, sociale. Il me parlait de Mohamed Ali, qui est une grande figure extrêmement connue de la boxe anglaise dans le monde entier. Il m'en parlait toujours d'un point de vue, oui, mais surtout, Mohamed Ali, c'est plus que la boxe et le sport en soi, c'est le fait qu'il refuse de s'engager au Vietnam, c'est le fait qu'il se convertisse à l'islam. C'est vraiment des choses comme ça qui l'ont marqué, qui moi aussi par conséquent m'ont marqué, parce que j'ai capté à ce moment-là que ce qui l'intéressait davantage, c'était vraiment tout ce qu'il y a autour de la boxe et tout ce que ça raconte. Et ce que j'ai découvert aussi au fur et à mesure du livre, c'est que la boxe est le sport le plus représenté au cinéma et dans la littérature. C'est un sport qui fascine énormément, soit les écrivains, les cinéastes, sur la dimension de 2 boxeurs qui s'affrontent sur un ring, la dimension sacrificielle, etc. Mais ce qui m'a davantage encore intéressé, c'est plutôt pourquoi c'est un sport populaire, pourquoi on peut dire que c'est un sport de classe. On parle beaucoup des États-Unis. Il y a Loïc Vacan, le sociologue, qui a écrit Corps et âme, un livre d'anthropologie, mais plutôt dans les ghettos américains, à Chicago exactement. Et moi je me disais, mais est-ce qu'il y a des ponts à faire avec d'autres pays, notamment le nôtre? Est-ce que nous aussi, il y a une pratique populaire dans les quartiers populaires de France? D'où ça vient? Et du coup, effectivement, au fur et à mesure de mon enquête, je me suis aperçu que les clubs de boxe étaient implantés là où il y avait un monde ouvrier. C'est qu'en fait, la boxe raconte une histoire ouvrière de la France, notamment dans les quartiers. C'est un sport qui coûte pas très cher non plus pour les mairies. C'est un sport où il y avait les clubs sont situés là où il y avait des usines. Mon père, c'était le cas. Là où ça s'est désindustrialisé aussi par la suite. Il y a beaucoup de boxeurs dans le nord de la France, donc Georges Carpentier, etc. viennent et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il y a encore beaucoup de boxeurs qui sont dans le Nord, enfin ça tu t'en sauras encore davantage que moi, mais voilà, moi c'était plutôt la pratique, et du coup par conséquent le rebond à faire avec la photo de Macron, c'est pourquoi à ce moment-là, et en sachant tout ce siècle-là de culture ouvrière de ce sport, il y a des clichés comme ça qui apparaissent, voilà. Nasser, toi t'en as vu défiler des jeunes qui font de la boxe et depuis fort longtemps, je crois. Qui sont ces jeunes qui viennent à toi pour s'inscrire ou pour pratiquer avec toi?
On a plusieurs publics. Hein. Il y a les jeunes qui viennent pratiquer parce que et il faut qu'ils fassent du sport. Bon, ils ont besoin de perdre du poids, de se remettre en forme, etc. Donc il y a plusieurs publics. Ce public-là qui vient pour le loisir, pour perdre du poids. Il y a ceux qui veulent faire comme le voisin qui est boxeur ou comme le frère du copain. Qui est boxeur, et puis il y a ceux qui viennent parce que c'est un sport qui leur permet à eux comment dire, d'aller au bout d'eux-mêmes, de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de se dépasser, et c'est beaucoup ça. Et après les mecs, il y en a beaucoup qui viennent pour le loisir, et quand ils commencent à progresser, ont envie de faire de la compétition pour le dépassement de soi-même, pour l'opposition, et puis se prouver, des fois prouver aux gens qui sont pas ce qu'on pense des fois, parce qu'il y a beaucoup qui se sous-estiment et qui ils viennent prouver que voilà, je fais du sport, je fais de la boxe, je fais un sport dur, je suis capable de de me dépasser. Et puis de battre un adversaire qu'on me propose. Ça, c'est au niveau compétition. Mais en vrai, on a tous les publics. En vrai, on a beaucoup de publics féminins maintenant. Alors, pourquoi le fond du sport, qui est à la limite, qui était réservé à l'époque aux hommes, Plutôt un sport de mec. Plutôt un sport de mec. Et ben là, on a Vanessa, va peut-être nous expliquer pourquoi. On va demander à la principale intéressée qui va représenter donc toutes les femmes boxeuses. Je vais pas les épaules. Mais on a beaucoup de public, hein, du loisir au professionnel. Il y a tout le monde, tout le monde. Quoi, beaucoup de gens veulent faire de la boxe parce que c'est l'image que ça représente aussi du mec viril qui sait se battre, qui sait se défendre, qui est capable de défendre même sa petite amie si se promène dans la rue, qui se fait agresser, etc. Après ça, c'est les clichés. Moi personnellement, je suis venu à la boxe parce que c'était le sport qui était le plus près de chez moi. Et le professeur de boxe à l'époque, c'était un ami de mon grand frère. Et voilà, il nous permettait de nous entraîner sans payer de licence, etc. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Et puis c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui et que je suis entraîneur. Mais voilà, quoi, c'est un sport populaire. Donc tout le monde peut y aller. Selim, dans ton livre, il y a le rappeur Medine qui signe la préface et qui nous dit « La boxe, c'est une affaire sérieuse, ça n'est pas du divertissement ». Et qui ajoute après « L'environnement qui mène au ring est déjà un ring ». Oui, en fait, oui, c'est vrai qu'il résume un peu tout, et ce que tu disais aussi, c'est le côté, la boxe, on le voit comme un sport métaphore de la vie, donc le truc de pas avoir confiance en soi et de retrouver une confiance sur le ring. Moi, les boxeurs et les boxeuses que j'ai interviewés, souvent, ils me disaient, c'est le mot de dignité qui revenait souvent aussi, et le fait qu'on leur dit souvent, que ce soit à l'école ou ailleurs, que le travail paie, quand on veut, on peut. Toutes ces formulations-là, qui n'ont pas forcément de sens dans le monde du travail, il y a un taux de chômage énorme. Là, mon père, il me parlait beaucoup de racisme à l'embauche, de toutes ces choses-là, en fait, des espèces de freins, mais tu retrouvais sur le ring avec un coach ou des coéquipiers qui pouvaient être des gens du quartier, justement, parce que le club, souvent, il est à côté, à proximité. C'est un sport qui est très difficile. Vous en parlerez mieux que moi aussi, parce que moi, j'ai pratiqué un petit peu, mais pas autant que vous, mais qui est très difficile, qui demande une assiduité très forte, et du coup, une proximité aussi géographique. Il y a tout ce réseau-là aussi de comment dire, sociologiquement, de personnes qui se connaissent dans le même quartier. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'était vraiment le côté, le sport comme un tremplin, de se dépasser. Aya Sissoko, qui est boxeuse, pareil, elle me disait, il faut toujours trouver une porte de sortie dans la vie. Sur le ring, c'est pareil, il y a toujours trouver un échappatoire, il ne faut pas non plus se faire avoir dans un coin du ring. Donc toutes ces métaphores-là qui sont extrêmement présentes et qui font que, effectivement, le public s'est diversifié aussi au fur et à mesure. La boxe a été autorisée aux femmes fin des années 90, la Fédération française de boxe le refusait, sport masculin, etc. Donc il y a des boxeuses comme Sarah Oramoun qui rêvaient d'en faire et qui voyaient des frères ou des connaissances en pratiquer. Et ce que me disait Aya Sissoko aussi, c'est que sur la dimension de classe et aussi immigrée, parce que c'est un sport qui est très pratiqué par les populations immigrées, il y a eu beaucoup de champions de boxe d'origine maghrébine et noire dans les années 60, 70, etc., 80. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a une dimension qui s'ajoute, et vous en parlerez mieux que moi aussi, la dimension de genre, en fait. En fait, on a toujours une bonne raison de pratiquer de la boxe. C'est pas anodin. On fait pas de la boxe par hasard. Par hasard, c'est exactement. Et du coup, elle me disait, moi, il y avait ce truc-là aussi, je devais m'imposer dans le club en tant que femme, il y avait beaucoup d'hommes, à ce que je dois m'adapter, au contraire à ce que je dois essayer de m'imposer. Enfin, c'est plein de questions comme ça qui s'ajoutent au reste, en fait.
Du coup, voilà. Vanessa, on fait pas de la boxe par hasard. On fait pas de la boxe c'est quoi par ton hasard. histoire, toi, avec la boxe? On fait pas de la boxe par hasard et on a l'habitude de dire, ça c'est un truc qu'on dit souvent dans les clubs, dans les salles, c'est le seul sport où on ne dit pas je joue à la boxe, on fait de la boxe. Ce qui en termes d'implication personnelle, d'engagement physique et même moral, je veux dire, pour moi c'est plus qu'un sport la boxe, on vit boxe, on mange boxe, enfin vraiment c'est plus que ça. Et on ne joue pas à la boxe, non, on fait de la boxe, il y a des risques hein, évidemment, on en parlera, enfin moi à mon niveau, non ça va, je veux dire, encore une fois, je suis pas dans la compétition et c'est pas du tout un niveau professionnel, vraiment loin de là. Mais ça engage en fait, c'est un sport engageant. Se prendre un 6-3, 6-2 au tennis, c'est pas aussi impactant, je veux dire, sur ton intégrité physique. Non mais c'est vrai, pardon messieurs, mais je pense que c'est ça quoi. C'est pas aussi impactant sur ton intégrité physique et donc sur ta dignité, parce que si ça se passe mal le jour de ton opposition, de ton combat, bah il faut le digérer, quoi. Alors la victoire c'est beau, mais des fois c'est pas que ça. Donc faut encaisser ça, comme encaisser les coups. Donc c'est une parfaite métaphore de la vie, ce sport, effectivement. Ta question, Ludo, c'était pourquoi moi franchement pourquoi moi j'y suis allée, par exemple. Tu souscrivais visiblement largement au fait qu'on n'arrive pas par hasard à la boxe. Non. Alors, pas du tout. Notamment quand on est une femme. Mais peut-être aussi quand on est un homme, peut-être les deux en réalité. Moi, je suis venue à la boxe quand je suis revenue d'une expatriation pour Radio France au Caire, où j'ai vécu 3 ans. Tu as couvert les révolutions arabes. Pas simple. Voilà, donc je pense que j'avais un besoin. Déjà, j'ai pas pu faire de sport pendant 3 ans, parce que j'ai fait que bosser. Et le sport en Égypte pour une femme n'est pas chose aisée. Donc j'avais un besoin de me reconnecter au sport. Et je me suis dit, autant prendre ce que moi j'estime être le sport le plus difficile. Donc j'ai choisi la boxe. Parce que j'avais besoin d'un dépassement de moi-même, encore une fois, avec toute proportion gardée à mon petit niveau, mais j'avais besoin de ça. Moi, je suis allée chercher ça. Et je me suis dit, mais j'étais pleine de clichés, mais bon, dès que ça va taper fort, je partirai. Moi, je suis pas là pour ça. Tintin. Tintin. Parce que j'ai découvert un truc où chaque cours cassait un cliché que j'avais en tête de ce sport, en fait. Et je ne connais pas plus exaltant dans la vie que de démonter des clichés par soi-même, en fait, parce que ça veut dire qu'on est plutôt connecté au réel. Donc, sport violent, non. Il y a effectivement une forme de violence, puisqu'il s'agit quand même de se donner des coups, mais il faut surtout ne pas en prendre. Et une fois que tu réalises ça, genre, ah ouais, en fait, le sport, c'est pas on met des gants, on se tape dessus, on part. Non, il faut apprendre à ne pas prendre de coups. Et quelle est la plus belle métaphore de la vie que ça, en fait, je ne connais pas. Donc moi, je suis venue à ça, puis après, effectivement, je suis devenue complètement accro même à la gestuelle, à la technique. C'est un sport qui est d'une technicité folle, en fait. On te dit, tu mets les gants, tu tapes. Non. Tu dois faire des heures de direct et tu continues à en faire 10 heures plus tard. C'est du piano avec des gants, la boxe. Tu fais tes gammes, tu fais tes cours, tu fais tes gammes. Et ça, c'est formidable, en fait, de maîtriser de plus en plus un geste que tu ne maîtrises jamais parfaitement. De toute façon, parce qu'il y a toujours Nasser qui va me dire « Mais non, ton pied, ton épaule, etc. » Et c'est pas grave. Moi, c'est ça que je cherche encore après de 10 ans de pratique. C'est encore ce regard, ce millimètre-là, ce pied qui tourne encore, cette main qui baisse encore, etc. Et c'est, pour moi, vraiment, je peux pas vous trouver mieux que c'est du piano avec des gants. Nasser, c'est du piano avec les gants, la boxe? C'est une belle image. Ouais, parce que je sais pas faire de piano, mais je sais boxer, donc ouais, moi ça me convient. Tu vois le côté gamme, tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, non, mais bon, un truc qui est vrai, c'est bon, il y a des virtuoses au piano, il y a des virtuoses en boxe. Hein. On a des boxeurs, c'est des virtuoses. Quand on les regarde boxer, c'est beau. Hein. On s'assoit, on regarde et on se tait. Et c'est pareil, la musique, on s'assoit. On écoute. Parce que c'est beau, parce que c'est technique. Ouais, en fait. c'est technique. C'est boxeur, je sais pas auquel tu penses, mais c'est parce que c'est technique. C'est pas des gros bourrins. Voilà, c'est pas ceux-là et surtout comme c'est un sport d'opposition, ça permet justement de voir quand quelqu'un attaque, comment l'adversaire va gérer l'attaque, comment il va amener son adversaire dans un piège pour le contrer, etc. Mais non, c'est vrai, il faut quand même de la réflexion. Après, en boxe, il y a toujours eu des gros bourrins. Mais les gros bourrins arrivent à un moment quand ils tombent sur des gens qui savent boxer, qui ont une grosse panel technique, un gros voilà. Il y a une différence entre la boxe pro et boxe amateur sur la touche. Ouais. Après, bon, en boxe amateur quand même, les coups sont quand même appuyés. Ouais. Ils sont quand même appuyés, mais bon, il y a beaucoup la technicité qui compte. Et en boxe pro, ça va être
beaucoup la combativité, les coups puissants, etc. Mais c'est deux boxes qui se rejoignent, sauf que la boxe pro, la durée est plus longue, hein, c'est 3 fois 3 minutes chez les amateurs, et chez les pros, c'est 4, 6, 8, 10 et 12 rounds, quoi. Et les pros, ils sont payés. Et ils sont payés suivant qu'ils sont virtuoses ou pas. Hein, voilà. Il y a un truc sur quand je te parlais tout à l'heure de clichés brisés les uns après les autres, sur la dimension stratégique de ce sport, qui moi m'était complètement étrangère la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de boxe. Et ça je l'ai compris un peu sur le tard, parce que je suis pas très intelligente. C'est comment tu rentres. En fait, le but, c'est de rentrer dans la tête de l'autre. C'est que le but ultime, c'est de lui faire ce que tu l'amènes à faire. Ton adversaire va faire le coup que tu l'amènes à faire parce que tu sais qu'il va te l'envoyer et tu sais comment le contrer. Ça, honnêtement, pour moi, c'est le sommet de ok, là, j'ai bien bossé. Je voulais qu'elle fasse ça, elle a fait ça, donc je l'ai contré comme ça, et ça, voilà. Et moi, je ne croyais pas ça du tout de ce sport. Pour moi, c'était juste, c'est le dernier qui craquera, qui gagnera, etc. Pas du tout, en fait. Et cette dimension stratégique, moi, je la trouve absolument passionnante. Et maintenant que j'arrive un peu mieux à lire la boxe, quand je regarde des combats, etc., j'arrive plus à comprendre ça. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant de comprendre ça. Ouais. Et je trouve ça remarquable que ces gens arrivent à faire ça, en fait. Oui, de rentrer dans la tête de l'autre. Ouais, d'anticipation. Ouais, exactement. Oui, c'est ça que Alors, je vous propose d'aller sauter à pieds joints dans le côté conflictuel de notre séquence sur la boxe. Il y a Jean-Luc Picard, salut Jean-Luc Picard, dans le chat qui nous dit « Pourquoi dès qu'on a un truc, des bobos mentaux viennent tout niquer ?» C'est pour toi, Céline. Oui. Bon courage, Céline, salut. Tu as 2 heures, salut. Écoute, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je parle de réappropriation culturelle de classe, je le voyais souvent dans la mode, par exemple, dans le rap, dans le stand-up, mais je savais pas qu'on pouvait gentrifier un sport aussi. Enfin, peut-être que j'étais naïf, mais j'avais pas saisi cette chose-là. En fait, il y a plein de trucs à dire là-dessus, c'est que si on fait des ponts avec tout ce qui est mode, rap, etc., des cultures populaires, ouvrières, etc., moi, ce qui m'a... Par exemple, je vais faire un petit pas de côté, mais ce qu'elle m'avait dit, Sarah Ouamoun, était intéressant parce qu'elle était à Sciences Po Paris, elle faisait déjà de la boxe et c'était mal vu de la part de ses camarades de Sciences Po. Par contre, c'était bien vu les films sur la boxe ou la littérature, ça va. Mais c'était la pratique qui dérangeait plus, comme tu disais, avec les clichés qu'on pouvait avoir, à la fois sur la population aussi qui la pratique, celles et ceux, et en même temps le sport violent. Et du coup, elle me disait, maintenant qu'il y a des salles, je pense que la personne fait référence à ça aussi, depuis ces 10 dernières années, plein de salles dans les grandes villes, notamment à Paris, qui sont très chères aussi, où il n'y a pas forcément de combat au corps à corps, c'est plutôt du fitness, plutôt du développement personnel, limite. Il y a quand même une dimension assez libérale, très narcissique, où dans ces clubs-là, je fais des petits reportages en immersion là-dedans, où tout est amené à se... Tu peux raconter peut-être un peu ce que tu as vu ? Oui, en fait, du coup, déjà dans ces clubs-là, qui coûtent assez cher dans les grandes villes, à la base, ils voulaient pas... Enfin, comment dire, j'avais pas de réponse pour faire un reportage, donc je me suis dit que ça allait être encore plus marrant d'y aller en immersion et d'ironiser un peu là-dessus. Et du coup, effectivement, dans ces clubs-là, tout est fait pour se poster sur Instagram, le fait qu'on pratique ce sport populaire et ouvrier. Et comme Macron maintenant justement il poste sur Instagram, donc il y a toute cette logique là très narcissique, et en fait voilà, c'est comment dire, la dimension qui est intéressante, c'est plutôt qu'est-ce que ça dit et pourquoi cette réappropriation elle passe plus médiatiquement et politiquement, en fait, dans la pratique je parle encore, pas forcément dans le cinéma, dans la pratique. Pourquoi finalement on se dit qu'à partir du moment où la bourgeoisie d'une certaine manière s'approprie quelque chose de populaire, tout de suite ça devient plus acceptable. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à la mode. Par exemple, j'avais fait une enquête sur la mode, sur la classe sociale et les rapports de mode, etc. Et sur la mode du bleu de travail ouvrier, qui revient beaucoup dans les grandes villes en ce moment. Donc je partais de ça pour dérouler le fil. Et ce qui était intéressant, c'est comment on invisibilise, en fait, en réappropriant quelque chose d'historicité ouvrière derrière, même inconsciemment. Et ce qu'il y a de plus fort et plus important encore, c'est l'exemple que je prenais sur le jogging, qui était utilisé dans les quartiers, moi aussi j'en portais, etc., et qui pouvait être interdit dans certains collèges, lycées, j'en ai un plein d'enseignants, c'était interdit. Parce que c'était plutôt celles et ceux qui le mettaient, et la signification qu'il y a de ce vêtement-là sur sa pratique, en fait, et le fait qu'on la porte, pas le vêtement en soi, finalement. Et à partir du moment où, dans la mode, Balenciaga, etc., on commençait à récupérer le jogging, ça devenait autorisé dans l'enceinte du lycée. Donc c'est ça qui est
qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où elle pose la main sur quelque chose de populaire, qu'est-ce que ça va changer dans la pratique et dans dans la perception de cette pratique-là. Donc je sais pas si c'était extrêmement clair par rapport à ce qu'il disait, qui était beaucoup plus cash et direct, mais en gros c'est plutôt que comment comment ça va changer de rapport et de regard sur ces pratiques-là. Voilà, c'est ça qui est intéressant à constater. Bien sûr. Ouais, alors moi ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, il dit en quelque sorte, pourquoi les bobos se l'approprient. Exactement. Mais en fin de compte, ils se le réapproprient parce que à la base, le noblard, c'est parce qu'il était pratiqué par les bourgeois. Et les règles qu'on connaît actuellement, les règles de la boxe moderne, c'est le marquis de Queensberry qui les a édictées. Et il faut savoir qu'en Angleterre, la boxe, elle n'était pas pratiquée par le peuple, par la population ouvrière. Elle était surtout pratiquée par la bourgeoisie. D'où le nom noblard. Et marquis de Queensberry qui édicte les règles modernes. Donc en fin de compte, ils se réapproprient quelque chose qui leur appartenait. Et c'est devenu un sport populaire parce que effectivement c'est un sport qui ne coûte pas cher, c'est un sport où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est un sport où la population a besoin de s'exprimer, etc. Et voilà pourquoi. Mais à la base, pourquoi il serait interdit aux bobos ? Au contraire, il s'est ouvert à tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Il y a de la baby-box qui commence à partir de 6 ans. Donc voilà, non, je pense que c'est vrai, je vous rejoins un petit peu sur le truc, c'est que la boxe, c'est la vie, quoi. On retrouve en boxe ce qu'on peut retrouver dans la vie. Hein, les victoires, les défaites, les joies, les peines, etc. Le dépassement de soi-même, obligé de faire quelque chose qu'on n'aime pas pour réussir. Des fois, boxer contre nature parce que l'adversaire nous oblige à boxer contre nature, mais malgré tout, en boxant contre nature, il faut qu'on essaye de gagner, de vaincre. Et il faut voir à quel moment la boxe est revenue dans le centre des villes, dans le centre de Paris en l'occurrence. Moi, c'est au moment de ces post-Rio en 2016. Moi, je pense que c'est à ce moment-là où la délégation de boxe française ramène 6 médailles, je crois. 6 médailles, en tout cas, 5 dehors de argent. Voilà. Et en tout cas, il y a eu une razzia du côté des boxeurs français à Rio, avec effectivement une très belle médiatisation et fort méritée après 6 médailles, avec à l'époque un couple iconique, Yoka, Mosley, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont tous les deux avec leur médaille d'or, etc. Donc je pense que pour la première fois, on voyait de la boxe à la télé à toutes les heures avec ce couple successful, etc., etc. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle les bobos, mais alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire à vrai dire. En tout cas, les boxeurs des centres-villes, on va les appeler comme ça, se sont dit, ça a l'air pas mal, ils sont pas amochés, les 6 médaillés puis les autres non médaillés, beaux. Il y avait une image extrêmement positive de ce sport, incarné par des gens très positifs, qui donnaient moi, en tout cas, qui, je pense, ont donné très envie. Moi, j'ai commencé la boxe avant, mais c'est à ce moment-là où, effectivement, on a vu d'autres publics arriver. Et alors, ceux qui voulaient faire du fitness sont partis ou sont allés dans les salles de fitness, et ceux qui voulaient rester sont restés et découvrent ce sport et le perfectionnent, en tout cas. Mais pour moi, c'est à ce moment-là, c'est 2016, et c'est pas un truc de mode, c'est un truc où on s'est dit, je pense, ah ouais, c'est ça la boxe. Tiens, je vais tenter. Ça a l'air bien, en fait. Et c'est pour moi post-Rio 2016. C'est ce que tu as vu, Nasser, toi, dans ton club ? Ouais, aussi, mais c'est aussi un sport de proximité, parce que c'est pareil, quand on habite sur Paris, puis qu'on est obligé d'aller en banlieue, en sortant du boulot, aller en banlieue, prendre le RER, ou alors se taper les bouchons pour aller dans un club de boxe, c'est pas évident. Mais en fin de compte, comme il y a beaucoup de clubs qui sont ouverts dans les centres-villes des grandes villes, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, etc., c'est un sport de proximité, et ça incite plus les gens qui habitent dans le coin à venir. Par exemple, la V-Punch, c'est beaucoup des gens qui habitent dans le quartier qui viennent. C'est une salle parisienne à Pigalle, où effectivement, tu as beaucoup de... tu sors du boulot, tu y vas. Quoi. Voilà, c'est un sport de proximité. Et c'est peut-être un accès qu'il n'y avait pas avant. Parce que je le répète, en rentrant du boulot, rentrer à la maison, prendre ses affaires, prendre le RER, se taper encore 2 heures de bouchon, tout ça pour faire 1 heure de sport, c'est compliqué. Tandis que là, c'est à côté. On y va comme on y va chez l'épicier. Allez hop. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique on pourrait dire de CSP+, au niveau des chiffres, où ça va pas être la même finalité. C'est que la plupart d'entre eux, ou d'entre elles aussi, ça va être plutôt de la boxe éducative, ou alors de la boxe fitness, mais plutôt éducative, loisir, où on n'aspire pas forcément à faire de la compétition. Du coup, il n'y a pas les mêmes, les mêmes objectifs aussi. Il n'y a pas le même truc, comme tu dis, de proximité, ou comme mon père, ou même d'autres
d'autres gens, notamment dans les années 80, c'était peut-être un peu plus le cas, mais d'ascension sociale à travers le sport, un truc un peu qui peut paraître cliché, mais qui est quand même extrêmement présent et qui l'est chez beaucoup. Et en fait, c'est des pratiques une pratique qui s'ouvre, entre guillemets, mais pas avec la même finalité. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est là, il y a aussi le député et ancien journaliste François Ruffin qui postface le livre. Et lui, il le dit lui-même, c'est qu'il connaissait la boxe à Amiens, dans le quartier populaire d'Amiens. Il avait fait un reportage là-bas, mais qu'il était trop bien né pour enfiler les gants. Lui qui adore le sport, le football. Mais la boxe, il y avait quand même ce truc-là où, voilà, je suis. Pourquoi déjà tu m'as proposé, ça c'est encore autre chose, mais du coup ouais, je suis trop bien né pour ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a Sissoko j'en parlais avec elle, elle me disait est-ce que tu aimerais que ta fille fasse de la compétition? Elle me disait bah non, j'aimerais bien justement, elle a rigolé, elle m'a dit bah peut-être du loisir ou éducative pour tout ce qui est confiance en soi, etc., ou peut-être amateur, mais pas en mode j'ai des démons à combattre et tout, et j'aspire entre guillemets à autre chose pour toi, que tu fasses plutôt, que tu ailles très 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 loin, etc. Mais ça après c'est personnel, hein. Mais mon père pareil, il m'avait dit si je peux t'entraîner en boxe éducative, parce que pour avoir confiance en toi aussi, pour tout ce que ça dégage et que tu peux pas retrouver ailleurs dans un autre sport, comme vous disiez tout à l'heure là, sur la dignité, sur le fait que c'est ton visage, le fait d'être très intelligent et très rapide et très vif sur le ring, c'est très impressionnant. Faut vraiment tout anticiper. Tout ça, mais pas aller en mode aller jusqu'à la boxe professionnelle. En plus, mon père il a eu une mauvaise expérience de la boxe où son coach l'avait envoyé à Paris face à un boxeur qui était beaucoup plus aguerri que lui, mais il y avait tout le truc de fric derrière, de reconnaissance sociale à Paris. Et finalement, mon père il m'avait raconté, je m'étais retrouvé torse nu sur le ring alors que j'étais amateur. Normalement, le torse nu c'est boxeur pro. Et le boxeur était beaucoup plus bon. En plus, en face de lui, il y avait Alain Delon qui joue dans le film Rocco et ses frères, qui est un de ses films préférés. Et il y avait Jean-Paul Belmondo qui était un grand amateur de boxe. Et du coup, ils les avaient dans le public. C'est un peu déstabilisant. Ouais, exactement. Ça l'a touché d'autant plus que là, il me disait, j'avais l'impression d'être un bout de viande sur le ring là. Et ça, c'est toute la dimension du sport. En plus, il a arrêté juste après parce que c'était quand même assez violent. Et il s'est dit non, amateur, oui. Éducatif, loisir, c'est ce qu'il a fait après. Il a coaché pendant 15 ans en éducatif. Mais ça l'a marqué. Et surtout, il m'a dit, quand je l'ai interviewé, il y avait vraiment ce rapport-là de classe, quoi. Genre en mode, ouais, je suis un bout de viande, un steak. Comme Jack London, là, son roman, ça s'appelle Un steak. Il m'a dit, il a utilisé lui-même la viande comme métaphore. Pour revenir à la photo d'Emmanuel Macron, de Sozik de la Moissonnière, la photographe officielle du président de la République, moi je trouve que là où l'image elle peut faire un peu mal, c'est que pour plein de jeunes, notamment que le système scolaire n'a pas su intégrer, et donc l'État, qui représente tout de même un peu Emmanuel Macron, leur force physique c'est un peu tout ce qui leur reste. C'est une revanche sociale un peu qu'on leur vole, non, d'une certaine manière? Je parle de l'image, je parle pas de la boxe. Oui, quand j'ai commenté la photo, la chute que j'avais, on n'est pas dupe, le sac de boxe, c'est nous. En gros, encore une fois, on vient sur la réappropriation. Quand mon père ou des boxeurs, des boxeuses, ou même moi, dans les quartiers, etc., on parle de la discrimination à l'embauche, c'est 20 à 30% de chances de moins de trouver un travail quand on est d'origine immigrée. C'est quand même un chiffre très important de l'INSEE qu'on connaît quand même. Pareil sur le logement, sur la question de la police aussi, c'est des chiffres qui existent, sur les contrôles, aux faciès, etc. Donc c'est une expérience de vie commune. C'est la politique qui vient à nous, sans qu'on a demandé forcément à venir à elle. Et pareil pour l'école. Et l'école, c'est assez important, c'est que la plupart des boxeurs et des boxeuses y retrouvaient justement une confiance en eux, sur le ring, parce que l'école, il y avait le côté de reproduire les inégalités sociales, il y avait beaucoup de profs de bonne volonté que j'ai eu aussi, mais forcément on se fait un peu écraser par le système, par le truc de reproduire, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué vraiment dans toutes les interviews pendant 2 ans que j'ai faites, c'est vraiment le rapport scolaire, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'ils découvrent ce sport-là, c'est quand ils sont jeunes. Mon père, il avait genre 15 ans, quelque chose comme ça, donc forcément c'est lié à ce qu'ils vivent jeunes, donc c'est l'école. Donc forcément, leur politisation, parfois, même inconsciente, elle vient à ce moment-là. Moi, je sais que ça m'a vachement forgé aussi à ce moment-là. Donc forcément, dans la dimension de réappropriation de la part de Macron, il y a quelque chose de très cynique de sa part. Quand, justement, alors on va plus aller les pieds dans le plat sur la politique, mais quand il repousse l'âge de départ à la retraite, à 64 ans, mon père qui a été brancardier à l'hôpital toute sa vie et ça l'a usé physiquement, c'est quelque chose qui le touche profondément. Et surtout que, en plus, mon père il avait ce truc-là de lier même inconsciemment son travail physique, comme à l'usine ou là à l'hôpital, et sa pratique sportive. Parce que du coup, en tant que brancardier, il poussait des brancards, il était assez costaud, et du coup, il faisait le parallèle avec sa pratique sportive. Donc quelque chose d'extrêmement cynique de sa part, de justement se réapproprier un sport de classe populaire,
et en même temps de faire des politiques qui sont antisociales en fait. Et c'est ça qui m'a profondément marqué dans cette image qui n'est pas la première, mais qu'on est amené à revoir. Beaucoup, je pense, avec l'approche des Jeux Olympiques aussi, qui sont assez contestés politiquement, avec tout le bénévolat qui est du travail déguisé aussi sur ces Jeux, avec toute cette dimension-là aussi de problèmes de métro. Enfin bref, c'est assez contesté, donc il y aura beaucoup de com'. Là, je peux le prédire, mais à venir de la part du gouvernement. Je pense que, Édouard Philippe, il y est plus, mais au Havre, il boxe souvent. D'ailleurs, c'est marrant parce que Médine est au Havre aussi, et Édouard Philippe aussi. Peut-être qu'il y aura un combat un jour d'organiser, je ne sais pas, mais ce serait intéressant de l'observer. Voilà. Pratiquer la boxe, c'était aussi se protéger face à la police. Si jamais un contrôle dérape, affirment plusieurs boxeurs que tu as interviewés lors de ton enquête. C'est ça aussi, c'est savoir se défendre, la boxe, Nasser, peut-être ? Il y en a qui viennent pour ça. Malgré tout, oui. Malgré tout, ça va se défendre. Après, contre les forces de l'ordre, je sais pas, mais bien sûr, c'est savoir se défendre contre toutes les agressions qu'il peut y avoir. Mais il est évident que quand on fait de la boxe, c'est parce que on veut apprendre à se défendre. Pas obligatoirement à se battre. Se battre, c'est autre chose. Mais à se défendre, au moins. Donc, oui, évidemment. Et je rebondis sur ça et un peu aussi sur ce que tu disais sur la confiance que certains jeunes avaient perdue à l'école et retrouvaient sur un ring. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les femmes qui tentent ce sport peuvent y rester assez souvent, parce que c'est un sport qui redonne effectivement beaucoup confiance. Et là, c'est la dimension féminine du public boxe, je parle de ça, c'est que ça redonne confiance aussi corporellement. Encore une fois, l'idée, c'est pas de donner des patates dans la rue, c'est pas du tout ça, absolument pas. Mais c'est très important et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un public féminin particulièrement attaché à ce sport et aux valeurs de ce sport, parce que oui, physiquement et corporellement, tu reprends confiance en toi. Et ça te donne une confiance physique de ce que tu peux faire. Et les femmes qui n'ont pas le même rapport que les hommes à la violence, je pense que c'est une dimension très importante pour nous de comprendre ce que l'on peut donner comme violence, ce que l'on peut faire et ce qu'on peut recevoir. Et ça, je pense que c'est un truc pas du tout féminin, qui vous est très propre, je pense, messieurs. Et du coup, nous, de l'intégrer, c'est une dimension particulière et qui, à mon avis, est assez importante dans la pratique féminine de la boxe, me semble-t-il. Oui, c'est pour ça qu'il y a pas mal de clubs qui ont émergé ces dernières années en non-mixité, contre les violences sexistes et sexuelles aussi. Il y en a pas mal, il y en a un qui est connu aussi à Strasbourg notamment, donc sur toute cette réappropriation-là justement du corps, qui est très forte et qui montre aussi, il y a des clubs aussi antifascistes qui ont émergé, qui viennent d'Italie aussi. Enfin ça c'est d'autres clubs encore un peu autogérés, où c'est un peu là une espèce de conscientisation politique très consciente, enfin quelque chose de très, très concret. Et ça, il y a comment dire, c'est de plus en plus le cas un peu partout en France. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais non, mais voilà, c'est ce que tu disais justement, c'est que il y a des clubs concrètement qui sont en non-mixité et qui. Il y a des clubs, il y a même des programmes d'associations de femmes victimes de violences domestiques. Il y a des boxeuses, des sportives, des boxeuses qui viennent donner des cours de boxe à des femmes. Je voulais juste en parler justement. J'ai eu la chance d'avoir une boxeuse qui était championne du monde, Maïva Amadouche. Bien sûr, Maïva. Alors je l'ai pas eu longtemps sous contrat, mais bon, on a eu la chance de faire un championnat du monde ensemble. Et elle s'occupe des violences faites aux femmes justement. Je pensais précisément. Elle fait une belle chose. Donc c'est une ancienne championne du monde et régulièrement, elle est dans la police, elle est dans la police, elle est une ancienne championne du monde et elle va régulièrement donner des cours à des femmes qui ont été battues, violentées, etc., pour leur redonner confiance. Et je pense que c'est vrai que c'est vraiment le sport qui est sans doute le plus adapté pour ça, quoi. Pour reprendre confiance en soi. Absolument. J'ai retrouvé c'est pour revenir ce que vous dites, mais j'avais un exemple justement que je cite. Il y a une association dans le 18e au quartier de la Goutte d'Or, Yaralé, qui avait justement, je crois que c'est tous les étés maintenant qui font ça, pour pousser les mères des quartiers populaires justement à pratiquer de la boxe avec leurs enfants. Donc du coup ça rejoint justement tout ce que tu disais aussi sur justement comment, et justement l'organisatrice de ça elle me disait, c'est les mamans des quartiers qui sont parfois mamans seules aussi, qui puissent retrouver une confiance en soi et accompagner aussi leurs enfants. C'était l'exemple que je voulais donner en plus. Et petite parenthèse, il y a Volka qui vous demande c'est qui vos boxeurs, vos boxeuses préférées du moment. On l'avait peut-être pas.
Bah moi, honnêtement, j'en ai pas, et les connus m'intéressent pas, en fait. Moi, c'est plutôt les milliers d'amateurs et d'amatrices qui m'intéressent, donc non, et c'est pas que je suis content de pas en connaître, mais voilà, c'est plutôt les milliers, entre guillemets, d'anonymes qui boxent au quotidien comme mon père l'était à l'époque, quoi. Après, actuellement, sur les boxeurs en activité, là... Il y en a beaucoup. On peut pas dire il y a qu'un seul, mais bon, des boxeurs que j'apprécie particulièrement, il y a Dimitri Bivol, un boxeur mi-lourd, champion du monde, Arthur Beterbiev qui doivent se boxer les deux. Il y a Canelo Alvarez, évidemment, qui doit boxer Benavidez ou pas. Alors là, il parle de 150 millions de dollars pour se rencontrer. Bon, enfin bref. Et puis c'est une somme. Voilà. Non, mais il y a des boxeurs en activité. Après, de ceux qui ne sont plus en activité, il y en a quelques-uns. J'apprécie tout particulièrement Jean-Marc Mormec parce que je le connais personnellement. C'est un véritable monsieur. Et il y en a beaucoup. Tu l'as coaché, non? Enfin, ouais, tu l'as entraîné, je l'ai entraîné, ouais. Et c'est vraiment un monsieur avec un grand... Je citais juste plutôt fin d'activité, parce que la fin approche pour lui, c'est Lomachenko. Moi, j'ai une petite tendresse sur ce monsieur qui trouve des angles improbables. Quand je parlais d'esthétisme de la boxe, pour lui, moi, c'est toujours... Je suis à Disneyland quand je le regarde, parce que... Comment il trouve ça? Enfin, c'est pas possible. Un corps normal ne peut pas trouver cet angle-là. Et moi, je suis toujours un peu épatée par ça. Il est majestueux, voilà, je trouve. C'est un artiste. Ouais, complètement. Et il y a par ailleurs Alan Banane, c'est charmant comme pseudo, salut Alan Banane, qui vous demande votre... Je ne sais pas ce que c'est, le chess boxing. Je ne sais pas du tout ce qu'est le chess boxing, mais vous devez savoir. C'est de la boxe et puis les échecs en même temps, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, boxe et échecs. Et Ça veut dire qu'on joue un pion et on va boxer. Moi, je connais pas trop les règles, mais je crois que on est à table, il y a un jeu d'échecs, on a un adversaire, donc on fait jouer l'intellect et puis le physique, quoi. Je pense que c'est ça. C'est le concept, c'est vendu comme ça en tout cas, mais je n'ai pas d'avis. Mais ça existe vraiment? Oui, ça existe vraiment. Bien sûr que ce soit massivement pratiqué. Non, voilà, non, je pense qu'il y a eu quelques reportages sur BFM et ça a fait tout de suite un grand buzz. Toi, t'as quelque chose contre BFM. Pas particulièrement, mais en tout cas, non, tu vois, comme tu le dis très bien, c'est qui est censé mélanger intellect et sport. Mais en fait, la boxe mélange déjà les deux. Bien sûr. Donc il y a tout cet a priori aussi en mode, on va rajouter de l'intelligence à ce sport de brute. Justement, t'as Waka, salut Waka, dans le chat qui dit la boxe s'appelait au CSP+, à partir du moment où ils comprennent que c'est plus proche des échecs que du concours de claques. C'est un peu ce que t'allais dire. Écoute, c'est un peu la même chose, dit différemment. Tu souscris, Vanessa? Globalement, oui. Il y a Aya Sissoko qui dit dans ton livre, enfin que tu cites dans ton livre, qui dit vis-à-vis de notre couleur de peau et de notre condition sociale, on nous a tellement minorés qu'on se dit plus jamais ça. La boxe devient une vraie lutte. Tu prends des coups car tu as l'habitude de les recevoir. Pour nous, la boxe, c'est une allégorie de notre vie. Apprendre à boxer à reculons, c'est l'une des techniques les plus difficiles à acquérir. Vous avez 2 heures. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle a le don pour tout résumer, enfin de manière très efficace, c'est charmant, apprendre à boxer à reculons, c'est une technique qui est difficile à acquérir. Oui, comme allégorie. Oui, justement, ça c'est le plus important. Mais vous qui pratiquez davantage, parce que moi j'ai pratiqué à l'époque, mon père m'avait un petit peu initié. Là, j'ai pratiqué au moment de l'écriture du livre aussi. J'allais à l'entraînement, etc., pour me mettre un peu dans le bain, et surtout avec tout ce qui est là déjà, quand elle me dit ça, par exemple, boxer à reculons, le pratiquer et le vivre moi-même pour comprendre à quel point c'est une métaphore et à quel point c'est extrêmement important en boxe. Ouais, vas-y. J'allais dire, moi je pense que ce qu'elle veut dire par là, ce n'est pas juste boxer en reculant, c'est gagner en reculant. Ça veut dire gagner en cédant du terrain. Et c'est fort, quoi. La phrase, elle est vraiment forte. C'est gagner en reculant, gagner en cédant du terrain et sortir victorieux quand même. Et ben dans la vie, c'est pareil, des fois... Faut prendre sur soi pour arriver à ses fins. Il y a Matoy qui nous dit le chessboxing est tiré des œuvres d'Enki Bilal. Et je ne sais pas qui est Enki Bilal, mais peut-être que vous savez. Grand dessinateur, pardon, inculture coupable. Non, il n'y a pas de souci, Ludo. Tac. Drogba qui nous dit dans le gouvernement et généralement dans l'élite, c'est rare de les voir pratiquer la boxe. Alors on a vu que pas tout à fait. Plus depuis quelques années. Plus depuis quelques années. Et que j'ai oublié quelqu'un.
Oui, et il y a Ayam Corpi qui nous dit bonjour, je suis arrivé en retard, c'est pas grave Ayam Corpi, sur cette discussion autour de la boxe, j'ai fait des arts martiaux et on retrouve tout ce qui est dit sur les valeurs, le dépassement de soi. Il y a une chose qui est également importante, c'est que ce sont aussi des sports où on apprend le respect du ring ou du tatami, respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. Ça c'est très vrai. Ouais. Respect des règles, respect de l'arbitre, ouais, tout à fait. C'est surtout ce qu'on enseigne en boxe éducative. Hein. En boxe éducative, on est vraiment en plein dedans. Hein. Ça veut dire c'est respecter l'adversaire, respecter son entraîneur, respecter les consignes, respecter le règlement, respecter le directeur d'assaut, parce que en boxe éducative, c'est un directeur d'assaut et pas un arbitre. Et effectivement, ouais. Respecter la décision aussi, qui des fois n'est peut-être pas la bonne. On se voit gagner, puis on nous donne perdant, faut l'accepter. C'est dur, mais c'est comme ça. Bien sûr, le respect de l'adversaire, c'est toujours... quand tu pratiques pas ce sport, je pense qu'il y a des gens qui ont toujours du mal quand ils voient deux boxeurs ou deux boxeuses s'affronter, fin de l'opposition, fin du combat, et ils se tombent les bras l'un de l'autre. Et c'est toujours un peu déconnectant de dire ça, de voir ça. Mais vous venez de vous foutre dessus pendant 3 fois 3 minutes et vous tombez. Voilà. Et en fait, il y a vachement de respect. Moi, c'est une image qui me touche toujours de voir ça, en fait. Ça veut dire que, on va voir qui gagnera, mais merci pour cette opposition. C'est un grand classique du sport. Il faut toujours être deux pour faire un beau match. Il faut toujours être deux pour faire un beau combat. Mais c'est très troublant de voir toujours ces gens en sueur au bout de leur vie, après un effort cardio inimaginable. Voilà, cette énergie de se dire merci à toi alors qu'ils s'en sont pris plein la tête pendant plusieurs minutes. Et cette manifestation du respect mutuel entre adversaires, moi, me touche toujours en fait. Elle me touche beaucoup moins quand il y a des footeux qui se serrent la main, parce que voilà, il y a une dimension. Oui, ils se serrent jamais vraiment la main en plus. Il y a une dimension vraiment physique. Voilà, ce respect-là, et moi, me touche toujours, parce que c'est encore une fois un sport très particulier où il s'agit de faire mal à ton adversaire. Et au moment où c'est fini, tu ne lui fais plus mal, tu lui dis merci pour cette très belle opposition que nous venons de livrer et on verra ce qui se passera. Mais je rebondis quand même sur ce que tu dis, Nasser, sur les arbitres, parce que c'est quand même un sport qui n'arrive pas à régler ses problèmes de magouille. Et en boxe amateur notamment, et pas que. Pourquoi il y a des magouilles autour de Parce que ça juge un peu particulièrement la boxe. Et ça, tu es bien meilleur que moi pour en parler, mais c'est... le jugement en boxe n'est pas impeccable et pas toujours irréprochable. Alors, il y a de la triche, il y a des comme je pense dans tous les sports, hein, et comme dans la vie aussi, il y a de la triche. Hein. Mais je crois que le plus gros scandale qu'il y a eu aux Jeux Olympiques, c'est Roy Jones en Corée, qui se fait voler en finale contre un Coréen. Et jugement humain, donc à l'appréciation, hein, il se fait voler en finale. Ça n'empêche pas de faire une super carrière et de devenir une légende de la boxe, mais bon, on le prive de sa médaille d'or. Et suite à ça, on crée la scoring machine, donc une machine où quand il y a un coup qui est donné, il faut qu'il soit validé. Et pour être validé, il y a 5 juges, et sur les 5, il faut qu'il y en ait 3 qui tapent sur la même seconde, dans la même seconde. Donc normalement, a priori, c'était pour éviter de la triche, parce que maintenant, c'était la machine qui comptabilisait. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui appuient sur le bouton, il y en a qui appuient pas, etc. Donc c'était compliqué, parce que ça n'a pas empêché la triche. Après, la triche, il y en a tout le temps. Moi, je pense, peut-être naïvement, je sais pas, mais il y a l'erreur humaine, oui. Un arbitre qui est un ancien boxeur, qui aimait bien, qui était styliste, et il va avoir une préférence pour les boxeurs qui avaient le style de boxe qui boxaient avant. Parce que tous les juges ne jugent pas de la même manière. Il y a effectivement des gens qui vont être plus sur le style, d'autres sur la des combativité, juges sur la combativité, sur la bien puissance, sur la netteté des coups. Donc ce qui fait que chaque juge juge en fonction de son style de boxe. Alors, et ce qui fait que ça donne des fois des décisions genre mais pourquoi donc ? Et c'est un sport qui n'arrive pas à régler ce problème-là de netteté dans le jugement. Et puis après, au haut niveau, je pense que c'est politique aussi. Je pense qu'il y a d'autres choses qui nous dépassent. Pour moi, c'est de la politique. Mais sinon, quand il y a une erreur, des fois, il y a des erreurs. Le jugement, il est humain. Donc, il peut y avoir des erreurs. Mais quand c'est tout le temps le même arbitre qui fait la même erreur, moi, je pense que c'est de l'incapacité, quoi. C'est qu'il est nul. C'est tout. Et puis après, c'est comme partout. On n'aime pas l'entraîneur, on n'aime pas le boxeur. Des fois même inconsciemment, on va mal le noter parce qu'on ne l'aime pas. Mais au niveau régional, national, ça peut aller. Puis après, il y a les enjeux. Quand c'est de la boxe professionnelle, il y a de la triche parce qu'il y a des gros enjeux financiers, etc. Tout à l'heure, je parlais de Maïva Amadouche, justement. On est parti boxer à Las Vegas. Moi, je la vois jamais perdre son combat.
Je la vois jamais perdre son combat. On est aux États-Unis, on boxe une américaine dans une soirée qui est promue par le promoteur de l'adversaire. Voilà, de l'adversaire et Michael Meyer. Et les trois juges sont américains. Et il y a une juge. Bah, c'est pas grave, hein, qui donne les 10 rounds perdants, alors que le combat, elle le perd jamais. Bon, enfin, ça c'est l'aparté, mais pour dire qu'il y a de la triche partout. Puis après, il y a les enjeux financiers. Là, on est aux États-Unis, c'était une américaine, fallait qu'elle gagne, elle a gagné, ben voilà. C'est ça, moi je trouve que ce sport gagnerait vraiment en crédit, en réglant ces problèmes-là qui sont très difficiles à régler. Hein. Je ne suis pas du tout naïve, hein, loin de là. Mais le patinage artistique a rencontré pendant des années des problèmes de juges aussi. Quand on n'aimait pas Soria Bonali, bam, on la taclait, on lui mettait des notes minables alors qu'elle gagnait complètement son concours. Et le patinage a réussi à régler quand même ces problèmes-là de juges un peu véreux, etc., etc. Je ne sais pas comment ils ont vraiment réglé ce problème, il faudrait que je m'y intéresse. Et la boxe est incapable de regarder en face ces problèmes de juges défectueux, que ce soit en boxe dite olympique ou en boxe professionnelle avec des enjeux financiers, comme vient de le dire Nasser, bien plus importants. Notamment que le patinage artistique peut-être. Bien sûr. Ouais, les enjeux financiers, c'est extrêmement important, quoi. C'est ce qui s'allie en fait la pratique sportive qu'on peut avoir tous les trois et l'imaginaire qu'on peut avoir là-dessus. Mais c'est vrai que ça lui traîne à la peau, enfin ça lui colle à la peau cette image de, moi j'avais le truc de magouille. Voilà, c'est ça, avec le cigare, l'américain, avec qui parie sur le. En plus t'es payé au combat, au round, etc. Donc il y a tout cet imaginaire là aussi. Mais comme tu dis, l'enjeu financier est extrêmement important. Plus il y en a, pour moi, plus il y a de la triche, plus il y a de la. Surtout s'il y a des paris. Alors il suffit qu'il y ait des paris clandestins, des paris officiels ou clandestins. Du coup, il y a tout ce truc-là. Ça peut amener de la triche aussi. Je pense que c'est ça que je pense qui fait que ça met du temps encore. Mais là, pour rebondir tout à l'heure et finir sur une note joyeuse sur ce sport. Non, mais en plus, tu avais aussi commencé à en parler sur la dimension de respect, mais aussi extrêmement collectif en fait, vu que c'est un sport très très dur. Tu as encore dans l'entraînement, dans la salle, une solidarité, dans le vestiaire aussi. Mon père il me parlait beaucoup du vestiaire entre coéquipiers ou alors avec des gens qui sont pas de notre club forcément. S'il a perdu une autre personne d'un autre club, on va le réconforter, être sympa, etc. Il y a une solidarité qui se fait. C'est comme si tout le plus important en boxe se jouait en coulisses. En fait, pendant l'entraînement, qui est très, très dur et très long, en coulisses, en vestiaire. Et c'est ça qui est encore plus beau, je trouve. C'est pas forcément... C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de films qui se soit focalisaient trop sur les combats, soit comme dans Rocky, en fait, pendant les 1h50 du film, c'est en fait le préparatif, finalement. Ou alors, il y a le documentaire Boxing Gym, qui, lui, filme plutôt l'entraînement et le fait que c'est assez calme. Il y a le dring qui sonne de temps en temps et qui rythme un petit peu le temps des boxeurs et des boxeuses. Un peu comme le temps ouvrier, 3 minutes de repos, 3 minutes de travail, il y avait tout ce truc-là. Et de ce que tu m'as raconté aussi, parce que oui, il est dans le livre aussi, du coup, c'est bien de le dire quand même un moment. C'est partout. J'avais pas pensé, ouais. Et ce qui est intéressant, et on m'en parlait aussi, comme mon père ou d'autres boxeurs, des boxeuses aussi, c'est le côté, ce qu'ils jouent en coulisses est encore plus fort et important. Et ce qui donne après le truc de respect, comme tu disais très bien, après entre combattants. Ce qui joue en coulisses, et Nasser va, je pense, compléter ce que je vais dire, c'est aussi un sport où il y a un lien très particulier entre le boxeur, la boxeuse et son coach. Parce que tu connais 1000 boxeurs, donc tu enchaîneras, je pense, là-dessus. Ouais. Je pense que c'est un sport où le lien n'est pas complètement similaire aux autres disciplines. C'est la seule voix que tu entends quand ça crie autour de toi, que t'es dans le feu de l'action, tu dois juste penser à tes gammes, à tes bases, etc. La seule voix que tu entends, c'est celle de ton coach. Et c'est un truc dingue, comme le cerveau est conditionné à faire ce que vous nous apprenez, tac, tu fais ça, etc. Et même dans le brouhaha, tu n'entends qu'une voix, c'est la voix du coach. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est un lien très particulier, parce que c'est quand même, tu réagis à une phrase, un mot, même pas une phrase, un mot, tu réagis à la seconde sur ce qu'il te dit, en fait. Et moi, je trouve que c'est un lien très, très fort. Enfin, toi, tu connais 1000 boxeurs à des niveaux bien supérieurs. Après, sincèrement, si on a un boxeur qu'on emmène en compétition, obligatoirement, il faut qu'il y ait de l'affectif. S'il n'y a pas de l'affectif, moi, si le boxeur, j'en ai rien à foutre de lui, je vais le laisser se faire casser la gueule. Non, il faut qu'il y ait de l'affectif, c'est obligatoire. Et c'est vrai que il y a aussi le boxeur qui doit avoir une confiance absolue en son entraîneur.
C'est pour ça qu'il entend que sa voix. Parce qu'il a une confiance absolue. Moi, j'ai rigolé sur la vidéo de Mustapha, que tu connais, hein, qui boxe, qui gagne son combat. Et moi, quand le combat se termine, je vais voir l'adversaire pour le féliciter de sa combativité et tout. Et Mustapha, il est sur le ring et puis il dit « Il est où Nasser ? Il est où Nasser ?» On aurait dit un enfant qui était perdu, alors que le ring, c'est son terrain, quoi. Et il me cherchait alors que j'étais en train de féliciter la combativité, je disais, de son adversaire. Mais c'est ça, il y a une complicité, obligatoirement. Il y a une complicité et puis il y a de l'affectif, sinon on peut pas. On peut pas. Oui, en tout cas, moi, je pourrais pas. Le chemin, tu racontais aussi du vestiaire jusqu'au ring, quoi. Ce fameux chemin qui est assez stressant quand même. Enfin, c'est le moment où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ouais. Pourquoi je suis pas en train de boire des bières avec tout le monde et puis après c'est trop tard, il faut écouter. Ouais, ce moment-là, oui, je vois. Il y a Rexal dans le chat qui dit je fais du judo et tout ce qui est dit là, je m'y identifie. Donc c'est un peu court de penser qu'on est seul au monde alors que non, tous les sports de combat sont multiples et certains ont beaucoup de caractéristiques communes. Bon, dans la question de Rexal, en fait, il y a qu'est-ce que la boxe a de particulier par rapport aux autres sports de combat ? Je vous la pose. J'ai fait du judo aussi, donc je peux entendre ce qu'elle dit. Tu n'es pas seul au monde, c'est un sport collectif, un lien très fort avec le coach. Mais au judo, il y a très peu de chances que tu te retrouves KO en un dixième de seconde d'inattention. Tu te fais faire une clé de bras, tu te prends un hippon, un pion, c'est pas agréable, mais se prendre un hippon, honnêtement, c'est la vie du judoka, mais un KO, un sale coup où t'as mal, c'est pas pareil. Donc l'enjeu physique pour moi n'est pas le même, me semble-t-il. Ouais, c'est quand même, ça reste un sport de combat, mais c'est un sport de préhension. C'est un sport où on prend l'adversaire, on essaie de le mettre à terre, etc. Tandis que la boxe, c'est un sport de percussion. Et là, on prend des coups. Donc il y a quand même une violence qui n'est pas la même. On prend des coups, la douleur n'est pas la même. La douleur n'est pas la même. La douleur n'est pas la même. Parce que là, l'ego est tout aussi vexé. Quand tu te prends un pion, honnêtement, en judo, t'as mal, hein, mais t'as pas mal physiquement. Il y a une douleur physique qui est accentuée chez les boxeurs, toutes sortes de boxe, hein, que ce soit le MMA, le kickboxing, la boxe thaï, la boxe anglaise, française, peu importe, full contact. C'est un sport de percussion et c'est vrai que prendre des coups, ça fait mal. Les copains, il est 13h59 passé de 19 secondes, c'est l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Vanessa Descoureaux. Tu m'as pas préparé à ça. Bien sûr que non. Un seul mot, genre comme ça. Non, t'as le droit à une phrase fin. Apprenez à briser les clichés par vous-même, en fait. Et la boxe a été un cliché brisé dans ma vie. J'en suis extrêmement heureuse. Voilà un joli mot de la fin, Vanessa. Justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est pour cette raison-là, sur le chaos, sur la peur, etc., qui fait que c'est le sport le plus marqué socialement. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et sinon, l'autre mot de la fin, c'est continuer à vous moquer de Macron, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans le chat qui étaient quand même très intéressées par la réappropriation culturelle, l'embourgeoisement. Donc continuez, c'est très drôle et voilà, c'est très bien. Merci, Selim Darkaoui. Nasser, le mot de la fin. 12e et dernier round, non, pratiquer du sport, si possible de la boxe, sinon faites du sport. La boxe de préférence. Merci Nasser Lalaoui, les 14h passées de 22 secondes, c'est la fin de ce stream, merci d'avoir suivi. Merci Céline, merci Nasser, merci Vanessa, merci aussi à tous les autres invités qui ont déjà fui vers le Dash du Midi. Pour ceux qui veulent revoir le stream ou l'envoyer à leur copine préférée, à leur collègue sympa, ou qui sait à leur grand-tante, leur entraîneur de boxe, ou qui veulent le revoir parce qu'ils sont arrivés en retard, l'intégralité du stream est dispo dans une minute sur Twitch, sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, c'est le service public, il suffit juste de cliquer et vous y êtes. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Jules va mettre le lien dans le chat, ou alors il y est déjà. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, parce qu'à la maison de la radio, on aime bien faire écouter des choses aussi. Vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Nous, on se retrouve déjà demain soir, comme tous les jeudis, de 18h à 20h, avec au programme Cher Mathis. Merci beaucoup. Donc oui, demain on se retrouve de 18h à 20h pour notre long stream du jeudi et on parlera des chiffres officiels de la dette qui sont tombés hier et moi qui ai des bonnes lacunes en écho, je pense que ça va être assez intéressant. Et deuxième partie de l'émission, on va parler de Tinder, Grindr, Happen, Bumble et d'autres. Où tu as moins de lacunes, c'est ça ? Oh ouais, voilà, je sors beaucoup plus de choses. Et on parlera un peu de la fatigue des jeunes envers ces applications de rencontres. Donc ça, c'est deuxième partie de l'émission. En tout, ce sera 18h, 20h demain. Merci Mathis, programmateur du stream, grand architecte de nos pérégrinations bi-hebdomadaires. Merci aussi à Steph,
Youssef au visuel. Merci aussi au grand justicier de l'image et du son, celui qu'on devine et qui murmure à l'oreille de nos pixels. Merci Cyril, bien sûr, à la réal à ma droite. Merci à Jérém à la modération. Jérém qui vous lit et vous répond avec moi. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, sans qui on ferait pas grand-chose. Pour le reste, rendez-vous donc demain, jeudi à 18h, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Salut.